Bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Twitch et sur Next Gen Auto, on est ensemble pour Grand Prix, votre émission qui revient à un rythme tranquille pour l'instant, mais rassurez-vous, on reprendra le rythme hebdomadaire à un moment donné. Je note à ma montre qu'il aura fallu 12 secondes pour qu'il y ait déjà une remarque sur ce nouveau décor. Alors non, rien n'a changé derrière nous, mais l'ordre a changé, et là visiblement, et ben voilà, ça bouscule les petites habitudes et ça fait plaisir. Il faut bousculer parfois les habitudes, c'est important. On espère que vous allez bien. On va parler ce soir de Formule 1, bien évidemment. On parlera des essais de Barcelone, parce que là, on peut vous en parler. Une fois qu'ils auront lieu, on pourra plus vous en parler, visiblement. C'est en tout cas la volonté de Liberty Media. Et puis, on parlera des présentations de voitures, de crash tests. Vous pourrez nous poser vos questions. Bref, voilà, on s'amusera pendant une petite heure et demie. Maintenant, bien évidemment, à mes côtés, ce soir, eh bien, regardez, il est là. Il est beau, il est fringant, il est à droite comme d'habitude. Plus c'est gros, plus ça passe. L'ami Franck, comment ça va? Écoutez, ça va super. Écoutez, hâte avec vous de débriefer cette première journée à Barcelone à huis clos. Donc, on a pu assister au meilleur temps de la Haas, d'après ce qu'on a pu entendre dire, devant la Williams et l'Alfa Romeo. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, moi, en écoutant la télévision d'État russe. On parlait du temps stratosphérique de Nikita Mazepin avec sa race. Donc, bon, hâte de voir ce que ça va donner en Grand Prix. Ça nous rappelle Jean Alési, avec la prostacère, bien évidemment. Manu, qui donc est en dessous de moi désormais, voilà, toutes mes excuses. Comment ça va? Bah écoute, ça va, salut à tous, je m'habitue à cette nouvelle place et je veux tiens à rectifier ce qu'a dit Franck, ce ne sont pas des essais, c'est juste un shakedown. Ça durera plusieurs jours, mais ça reste un shakedown. La Formule 1 a dit que c'en était un, donc il faut s'y conformer. C'est compliqué, la Formule 1 a déjà donné 5 dénominations différentes pour ces essais de Barcelone, donc ça devient assez... Oui, c'est vrai qu'ils ont même dit essai discret aussi. Oh, merde, merci. Plus les gros, plus ça passe. Merci, c'est tout pour nous. On se retrouve un de ces jours pour Grand Prix, parce que là, moi, on peut pas continuer. C'est merveilleux, les essais discrets. C'est petit. Et communiqué officiel quand même. Des essais discrets. Putain, mais ils sont cons. Excusez-moi, hein, mais je passerai jamais en Formule 1, visiblement. Hein. Mais oh mon dieu, oh là là. Ça, c'est fantastique. Mais bon, on va quand même en parler avec l'ami Paul, notamment également. Paul, est-ce que vous nous entendez? Oui, normalement, le décalage est moins fort que la dernière fois. Bonsoir à tous. Ça passe. Ah, fantastique. Fantastique. Eh ben, on va continuer tranquillement ces émissions de pré-saison et bravo à nous parce que contrairement au sport dont on va parler, nous on a du public. Donc, si quelqu'un de Liberty Media nous regarde, j'espère qu'il aura la bonne idée de se dire qu'avec du public, c'est plus sympa. Et non, Paul, puisque je vais tout de suite passer ce stream en abonnés uniquement. Seuls les abonnés payants auront le droit de regarder cette émission parce que je vois pas pourquoi. On va revenir. C'est une émission discrète. Voilà. On va revenir aux essais pareil. Tour de piste à Barcelone, Shadow Test. C'est fantastique. Nitram nous dit à la limite si la F1 est honnête, il dirait j'ai touché le chèque. Ah oui, non, mais ça marche pas. Ah, mais oui. Voilà. D'ailleurs, les courses sprint sont appelées les petits prix aussi. Ils ont fait trouver le nom. Mon dieu. Non, ça, c'est formidable. Welcome to the small prix. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Fantastique. Hein. Non, mais vous allez voir, on va en parler de ces essais de Barcelone. On va commencer maintenant. Alors, voilà, vous savez que maintenant, j'ai embauché le mec des guignols de l'info pour faire les bandeaux en bas de l'écran. Donc, vous savez, ça va être encore une fois le festival de la galéjade et de la rigolade. Mais du coup, les essais de Barcelone, on vous en avait parlé dans la précédente émission. Ça a désormais été totalement confirmé. Communication huilée comme c'est pas permis. Puisqu'ils ont quand même diffusé un visuel. Le visuel est extraordinaire. C'est en tout petit essai de Barcelone et en gros essai de pré-saison à Bahreïn. C'est prodigieux. Comme on le dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, visiblement, c'est bien gros. Et ça passe tout à fait. Enfin, ça passe pas auprès des fans de Formule 1. Ouais, c'est ça. Ça passe auprès de Bahreïn, en fait, juste, qui donne un plus gros chèque. C'est assez incroyable, mais effectivement, les essais de Barcelone ne seront pas véritablement quelque chose de grandiose. Alors, ils nous disent effectivement que la première séance d'essai est quelque chose de plus calme, de plus sobre. Voilà. C'est une séance de pré-testing. C'est une pre-testing track session. Si vous comprenez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, vous pouvez nous envoyer une carte postale parce que franchement, je ne l'ai pas. Ce qui va permettre aux équipes de faire un shakedown de leur nouvelle voiture de 2022 pour la première fois au même endroit. Ce qui est faux, puisqu'elles auront toutes déjà fait un shakedown. Sauf celles qui auront vraiment beaucoup de galères. Mais là, ce sera le premier shakedown commun, si tu veux. Ils pourront enfin les shakedowns les unes contre les autres. Il y aura aussi des chronos à la fin de la journée.
mais c'est un shakedown. Voilà. Faites ce que vous voulez de tout ça. Donc ils auront le droit de faire 100 km avec des pneus en bois. Eh ben non, parce que c'est pas le même Non. shakedown que les autres shakedowns. Et voilà. Voilà. Quand même extraordinaire. C'est les essais sprint, nous dit Rocket Saucisse, mais c'est ça. C'est incroyable. Et là, quand même, toutefois, comme c'est quelque chose, comme le veut la tradition avec ces types d'événements pré-testing faits par les teams, ils ont inventé quelque chose là quand même. Parce que les mecs, ils t'inventent une tradition sur un truc qui n'existe pas. Car ce qu'on va faire à Barcelone n'a jamais existé. Mais bon, voilà. Il n'y aura pas de live visuel ou de live timing, mais il y aura du contenu et les meilleurs temps à la fin de chaque journée. Même en 2004, on n'avait pas ça. C'était mieux avant. Mais en fait, il faut se rappeler que Will Buxton est venu dire que c'était super quand même d'avoir un shakedown des équipes en même temps et 3 jours de shakedown avant les essais officiels et tout ça. Donc, mais Manu, si demain la Formule 1 annonce qu'officiellement ce sera le bruit des moteurs de Formule 1 sera le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien, il trouverait ça génial. Will Buxton, c'est lui qui va prendre la place de Ross Brown de toute façon. Ah putain, mais c'est sûr. Ouais. Alors, Goodcar qui nous demande est-ce qu'on aura le droit à des images de diffusion des essais à Barcelone et Bahreïn. Justement, c'est ce qu'on vient de te dire. À Barcelone, on ne verra rien. Enfin, on verra quelques photos par-ci par-là, des trucs. Il y aura des chronos, mais tu n'auras rien en live. Tu ne sauras rien de ce qui se passe. Retour au beau vieux temps. Déjà, souvenez-vous quand Fernando Alonso a eu son accident en 2015. On avait réussi à avoir un truc, c'était super flou alors qu'on pouvait tout suivre en direct. Mais là, ça va être encore mieux. Alors là, on va avoir des trucs, vous allez voir. Dès le premier matin, on va dire il paraît que la Williams a perdu la roue avant droite quand même dans le virage. Je sais pas, hein. Mais il y aura des photos en plus, donc en fait, c'est. Non, je suis sûr qu'il y aura C'est des gens. ça qui n'a aucun sens. Il y aura des gens autour du circuit. Ils viendront, les médias présents sur place sortiront avec des impairs. Ils auront fait j'ai une photo de la Haas. Vas-y. Et ça sera tout sous le manteau. D'ailleurs, c'est merveilleux. Sous le manteau. Extraordinaire. Faut quand même revenir à la genèse de tout ça, c'est que on avait annoncé qu'il y aurait 6 jours d'essai cette année pour effectivement avoir le temps pour les équipes de mieux cerner leur nouvelle voiture en piste, puisque voilà, c'est des F1 de 2022 qui n'ont plus rien à voir avec les modèles d'avant. Hein. On rappelle, c'est une toute nouvelle réglementation. Donc il faut quand même rouler. Alors pas tellement pour l'aspect mécanique, parce que tout ce qui est moteur va rester sensiblement identique à ce qu'il y avait l'année dernière. Sauf que, bon, évidemment, c'est comme des nouveaux moteurs parce qu'ils vont être gelés à partir du 1er mars. Donc, il faut quand même que tous ces moteurs roulent. Par contre, ce qui a pu changer un petit peu, c'est tout ce qui est refroidissement, parce qu'effectivement, la forme des voitures change. Donc, la disposition aussi de tout ce qui est système hydraulique, refroidissement, ça va avoir beaucoup d'importance à tester. Et donc, on a décidé d'avoir 6 jours d'essai au lieu de 3. Le problème, c'est qu'on a tout de suite parlé d'essai. Voilà, officiellement, tout le monde a parlé d'essai. Je vois pas pourquoi on aurait parlé d'autre chose que des essais. Sauf que effectivement, Bahreïn est venu mettre son petit grain de sable là-dedans, c'est le cas de le dire, avec effectivement un chèque. Il n'y a pas d'autre mot à dire, même si ça n'a pas été avoué, admis officiellement par la FOM. Tout est fait pour que Bahreïn tire la couverture vers soi. Ça a même été jusqu'à, et ça a été confirmé cette semaine, une demande de la part de Bahreïn à ce que les voitures qui tournent à Barcelone soient sans aucune livrée. Ça a été une proposition qui a été totalement retoquée par les équipes, parce que, forcément, ça leur coûte de l'argent de repeindre, puis en plus, en 15 jours, c'est pas possible de faire des choses différentes. Donc, la FOM a trouvé une astuce pour renommer ces essais de Barcelone, voilà, ce qu'on appelle shakedown, pré-test, tout ce que vous voulez, pour que, pour le commun des mortels, ça ne soit pas les essais officiels. Alors, pour nous qui sommes les initiés, les grands fans qui sommes là à suivre la Formule 1 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment, on va tous sauter sur nos petits écrans de timing, de live timing, tout ce qu'on pourra trouver le 23 février pour suivre ce qui se passe. Nous, avec notre agence photo sur place, qui j'espère pourra diffuser un nombre illimité de photos, ce qui n'est même pas encore garanti. Et voir effectivement ce qui se passe le 23 février, sauf qu'on le fera à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'aura rien de plus que ce que les personnes sur place, et puis voilà, on n'aura certainement pas de tweet de la part des équipes, ça va être très restreint aussi de ce côté-là. On n'aura pas de petites vidéos sorties des stands, de petites vidéos passage de vitesse dans la ligne droite. Et en fait, tout est fait effectivement pour que le maximum d'informations soit du côté de Bahreïn. Donc, j'ai envie de dire, pour nous, effectivement, c'est extrêmement pénible. Je pense qu'on est tous agacés par ça. Maintenant, pour 80%
90% des gens qui suivent la F1 comme un sport à la manière de ce qu'a fait Liberty Media, c'est-à-dire de renouveler toute l'audience, de rajeunir tout ça. Je pense que pour ces gens-là, ça va rien changer en fait. Ils auront peut-être un mot des essais, voilà, en écoutant le Stade 2, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, ou tout le sport sur France 3, voilà. Et après, ils se mettront sur la saison, ils regarderont les Grands Prix. Mais effectivement, pour tous les aficionados de la F1 qui sont branchés sur les sites web et tout ça à longueur de temps, pour eux, c'est frustrant. Mais pour 85%, 80% de l'audience, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc c'est pour ça que Bahreïn, à mon avis, réussit à justifier ça, quoi. Je me pose une question, moi, Franck. Est-ce que, Ouais. parce que globalement, les écuries ne sont pas très contentes de ce qui se passe là, puisque quand même on va les priver d'une exposition qui n'est pas celle d'un Grand Prix, mais quand même assez intéressante, parce que les yeux du monde entier seraient quand même rivés sur ces premiers essais. Mais on n'a pas encore d'infos, qu'on soit bien d'accord, sur la couverture médiatique, parce que il n'y aura pas de live timing pour les fans, mais il y en aura-t-il un pour les journalistes présents sur place? Et les écuries et les pilotes auront-ils le droit de communiquer à la fin de la journée? Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y aurait même pas de live timing diffusé dans la salle de presse pour les journalistes qui pourraient être là. Donc quel est l'intérêt d'aller en salle de presse du coup là Aucun intérêt. On s'est positionné pour avoir effectivement les liens. Je pense qu'il y aura beaucoup de visio du coup qui vont se faire peut-être en soirée après les essais. Et je pense aussi pareil, le temps sera limité. À voir ce que les gens auront le droit de dire. Est-ce qu'il y aura des communiqués à la fin de chaque journée? On ne sait pas. Ça risque d'être effectivement une communication extrêmement verrouillée de la part de la FOM sur ce qu'on pourra avoir de la part des équipes. Et des photographes, je sais même pas. Après, j'ai du mal à penser que les équipes vont vraiment se contenir d'envoyer des photos, des vidéos, parce que, encore une fois, c'est une très grosse exposition médiatique. Et j'ai du mal à penser qu'au niveau des sponsors et tout, ils puissent accepter, de dire oui, là pendant 3 jours on roule, votre marque apparaît, mais de toute façon, nous on ne communiquera pas dessus. Je sais qu'il n'y a pas d'obligation légale, on va dire, dans ce genre de contrat, parce que de toute façon c'est une séance d'essai comme une autre, mais il y a tellement d'attentes autour de ces séances que je ne vois pas les équipes rater le coche d'avoir une telle com en fait. Enfin, La à FOM, moins qu'il y ait vraiment des consignes précises de la FOM, mais ce serait hyper violent comme. Si, la FOM leur a retoqué que normalement il n'y aurait eu que 3 jours d'essai. Et qu'il y aura de nouveau 3 jours d'essai l'année prochaine. Ces 3 jours d'essai-là sont bonus pour vous, c'est du supplément. On vous accorde réglementairement le droit de rouler indéfiniment pendant 3 jours, 8 heures par jour. Donc après, Voilà. la question de la com, c'est pas notre problème, c'est pas votre problème. Les essais officiels, c'est 3 jours, c'est Bahreïn. Parce que c'est important, effectivement, et je te passerai la parole, Paul, là-dessus juste après, mais c'est important parce que je vois dans le chat, notamment, Louis qui nous dit un shakedown, c'est aussi des séances photos pour les équipes, pourquoi limiter les photos, tout ça. Attention, voilà, c'est là la chose, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Le shakedown que les équipes font, c'est effectivement 100 km, des pneus en bois, et c'est principalement fait pour des fins commerciales, pour tourner des séquences qui pourront être utilisées plus tard dans l'année, des photos de la voiture. Ces 3 jours à Barcelone, la F1 appelle ça un shakedown, mais ça n'est pas un shakedown, puisqu'il aura déjà eu lieu. Simplement qu'ils n'ont pas réussi à trouver un truc pour dire, vous aurez, comme le dit Franck, piste illimitée pendant 8 heures, vous faites ce que vous voulez avec les 5 types de pneus de Pirelli, mais par contre, on appelle ça un shakedown, mais ça n'est pas un shakedown. Ça n'a rien à voir. Et alors aussi, la question de Rallye 50, ça n'a aussi rien à voir avec le shakedown en rallye, qui est encore un exercice tout à fait différent, bien évidemment. Mais ici, un shakedown, c'est un déverminage de voitures. Ici, on va pas faire le déverminage des voitures. Elles auront déjà roulé. On va faire 3 journées d'essais. Mais ce n'est pas des essais. Mais c'en est quand même. Mais en fait, c'en est pas. C'est là que ça devient un foutoir pas possible. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut préciser ça. Ce sont des essais. Nous, je pense qu'on va se placer sur cette base-là, qui est que Barcelone et Bahreïn, ce sont des séances d'essais. Cependant, Bahreïn est la seule séance d'essai officielle de pré-saison. Mais oui, on précise que même les équipes n'ont pas le droit, même les équipes n'ont pas le droit d'utiliser les images filmées qu'il y aura à Bahreïn de ces essais-là pour elles-mêmes. Les seules images qu'elles ont le droit d'utiliser dans leurs clips, dans leur montage vidéo, tout ce que vous pouvez voir sur Internet, ou alors des quantités très limitées sur des morceaux de course, ce sont que des images qu'elles tournent elles-mêmes pendant leur propre shakedown. Quand Mercedes ira tourner à Silverstone, ils auront un camion de plateau, une grue sur un 4x4 qui suivra la voiture, il y aura un drone, ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là de l'année que toutes les images que vous verrez tout au long de l'année pour agrémenter leur clip, ça sont tournées. Tout est fait sur cette journée-là, ou peut-être 2 jours, parce qu'ils ont le droit à 2 jours. Et le reste, elles n'ont pas le droit de l'utiliser. Même si Barcelone avait été filmé comme Bahreïn,
ces images-là n'appartiendraient pas aux équipes. Elles ne pourraient pas l'utiliser. Donc pour des équipes, ça ne change rien que ce soit filmé ou pas filmé. La seule chose qui peut être emmerdante pour elles, c'est à la rigueur les photos. Et en gros, rappelons aussi, il y aura toute la sécurité. Enfin, globalement, pour les équipes sur place, ça va rien leur changer parce qu'elles auront leurs 8 heures d'essai. Elles auront tout leur paravent qu'elles pourront mettre devant le truc. Enfin, elles seront exactement comme à Bahreïn. C'est pour nous que ça change. Et c'est là, en fait, qu'est la nuance. Paul, vas-y, qu'est-ce que tu penses de cette... Bah ouais, non, mais décision vous en avez déjà dit beaucoup, c'est que c'est vraiment la Formule 1 qui se mâche sur la tête. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous parle de ces fameux nouveaux règlements, qu'on nous vend, limite qu'on nous survend la nouvelle réglementation en espérant qu'elle porte les fruits qui sont censés resserrer cette hiérarchie. Mais le fait que les 3 premiers jours, on aurait enfin pu voir ces voitures, de ne pas les voir, c'est vraiment c'est un contresens total. Surtout après, quand même, j'étais le premier à saluer dernièrement le fait que Liberty Media avait quand même fait un sacré effort sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, pour promouvoir plus l'image de la marque, essayer de rendre ça accessible encore plus au grand public. Et là, ils ont une opportunité en or. Alors bien sûr, les essais de pré-saison, ça reste avant tout un plaisir pour les initiés, je parle juste pour les fans, mais justement, si tu cherches à ouvrir encore un plus grand public, pourquoi commencer une ère de la Formule 1 en ne diffusant rien? C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Habituellement, j'aime pas comparer les sports, mais je vais prendre un exemple du foot. C'est comme Lionel Messi qui a signé au PSG cette année. C'est comme si le PSG avait dit, bon bah, on va signer Lionel Messi, mais vous aurez aucune image de lui en train de signer son contrat ou de s'entraîner. Vous le verrez que le jour du match. Non, ils ont fait une communication évidemment énorme sur le fait qu'ils avaient un nouveau joueur qui arrivait au club, et ils ont montré un maximum d'images de Messi en train de signer son contrat, etc. Bref, fin de la parenthèse. Et à l'inverse, en Formule 1, au moment où on essaie de te vendre le plus beau produit, celui qui est censé apporter à la discipline encore plus, on ne le montre pas. C'est vraiment... Alors, après, j'ai me posé des questions sur des scénarios. Est-ce qu'il y avait vraiment un autre enjeu financier à ça? Est-ce que, par exemple, on pourrait se dire, une équipe qui appréhende les essais et qui se dit, bon, on voit en soufflerie, on a des données qui montrent que ça ne va pas trop bien marcher pour nous. Est-ce qu'ils se disent, il vaut mieux qu'on ne soit pas diffusé à Barcelone et qu'on règle, entre guillemets, les problèmes de base qu'on a sur la voiture pour ensuite, à Bahreïn, puis lors de la saison, attirer plus facilement des sponsors? Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de chercher des excuses, j'en trouve pas. Parce qu'encore une fois, on parle de visibilité. Les équipes ont besoin de visibilité. Pour attirer des sponsors, il faut des images, il faut des livrets, il faut... Voilà. Donc, ça n'a ni queue ni tête. Et pour un gros chèque pour Bahreïn, c'est quand même bien dommage. J'espère pour les équipes qui s'en mordront pas les doigts plus tard, même si c'est pas leur décision à eux, bien sûr. Mais voilà, vraiment... 0 sur 10 à la Formule 1 pour ça n'a aucun sens. C'est finalement, encore une fois, je le répète, mais dans aucun autre sport, j'ai vu pendant des années le fait qu'on te promeuve quelque chose autant et qu'ensuite on ne te montre rien les premiers jours. En tout cas, bien sûr qu'on aura des photos, bien sûr qu'il y aura quand même une saison, mais c'est quand même un vrai faux départ. Moi, je sais pas, je suis vraiment... Ouais, je suis assez d'accord, enfin, c'est incroyable de nous avoir... Excusez-moi, mais casser les pieds avec cette nouvelle voiture. Et à raison, c'est un changement gigantesque. Pour finalement vous dire, ouais, mais c'est bon, allez, ça va. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très, très particulier. Alors que je me rappelle qu'en 2009, quand il y a eu les nouvelles voitures, en plus, il y a eu beaucoup de com justement autour de ça. Je me rappelle que Williams avait fait de la com dès qu'ils avaient eu un hybride de nouveaux ailerons sur l'ancienne voiture. Et enfin, les gens attendent que ça, en fait. Et ça n'a pas de sens. Et je vois pas à quel moment Barcelone a payé pour avoir ça, en fait, pour avoir cette espèce de mascarade. Parce que finalement, il y aura très peu de com autour du circuit aussi. Eux, ça leur fait engager des gens pour bosser ces 3 jours-là. Et pourquoi à la fin, il n'y a pas grande... Enfin, à moins que ce soit juste pour sécuriser le contrat de l'année d'après, mais je suis un peu sceptique sur l'intérêt pour le circuit. Et j'aimerais savoir à quel point Bahreïn a payé pour avoir quelque chose comme ça, parce que là, ça change vraiment la face de la pré-saison, en fait. Enfin, vraiment, on sent que c'est totalement différent de ce que ça aurait été si Bahreïn n'avait pas ajouté ces quelques millions en plus, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est la femme qui dit, comme tu as dit tout à l'heure, Franck, voilà, bon, vous auriez dû avoir 3 jours, estimez-vous heureux d'en avoir 6. Alors que le débat de base, rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était, non mais vraiment, 6 jours? Non, parce que 8, c'était déjà limite, mais alors là, 6. Donc le vrai débat était là. Bah ouais. Et maintenant, il est devenu, oh non, mais estimez-vous content, il y en a 6, c'est bon. Ouais, d'autant que les 3 jours seuls
de l'an dernier, c'était juste à cause du Covid, puisque les voitures ne changeaient pas, Voilà. c'était les mêmes châssis, les mêmes homologations quasiment, donc on avait dit 3 jours, ce sera largement suffisant, et c'est vrai que ça l'était, mais là, de toute façon, déjà, entre 2019 et 2020, il y avait eu 2 fois 3 jours, et c'était le strict minimum, les équipes disaient on ne peut pas faire moins, quoi. Donc, et je suis sûr qu'en 2023, ils feront aussi la même chose, alors, peut-être qu'ils feront 6 jours à Bahreïn, comme ça Bahreïn sera content, mais je suis certain qu'il y aura aussi 6 jours, parce que les équipes auront toujours besoin. Ce sera la deuxième mouture vraiment de ces voitures-là. Elles auront besoin, les équipes, de beaucoup bosser dessus. Tout le monde dit aujourd'hui, il y a beaucoup de. Laurent Mekies qui disait notamment l'autre jour, le directeur sportif de chez Ferrari, qui disait les voitures vont beaucoup changer entre 2022 et 2023 parce que justement, tout le monde aura eu le temps de digérer ce qu'ils ont vu chez les autres. Et en fait, les voitures vont vachement non seulement converger les unes envers les autres, mais 2 changer. Donc il y aura forcément besoin de plus que 3 jours d'essai qui sont. Enfin, encore une fois, c'est ridicule. On ne peut pas faire que 3 jours pour préparer une saison. C'est ce que tu dis, en fait, cette polémique, on n'aurait pas eu si on avait eu les 6 jours à Bahreïn. Sauf que les équipes ont refusé, parce qu'elles voulaient absolument, pour les 3 premiers jours, être à côté de leur base européenne, et donc pouvoir amener rapidement des pièces s'il y avait un souci, parce que là, ça se fait facile en jet, voilà, s'il y a une pièce qui casse ou quoi que ce soit, ça arrive toujours, hein, surtout sur des toutes nouvelles monoplaces, voilà, là, on change quand même l'intégralité de tous les boulons, châssis, pièces de carbone, tout ce que vous voulez, tout bouge, à part le moteur en lui-même et son système hybride, même tout ce qui va en périphérie du moteur change, parce que la place dans la monoplace change. Donc il y a tout qui change. Il y a peut-être le volant qui doit encore rester la base identique, mais sinon le reste c'est complètement différent. Même les freins, les écopes de frein, voilà, on part sur des 18 pouces. Il y a vraiment tellement de choses pour que ça puisse mal se passer. Voilà, c'est la première. Ça fait vraiment des dizaines d'années qu'on n'a pas vu un tel changement de réglementation, hein. On a toujours des évolutions, des choses qui changeaient à gauche ou à droite. Là, c'est vraiment toute la F1 qui change. Donc voilà, ces équipes ont tenu à ce qu'il y ait 3 jours sur une base européenne. La meilleure base européenne qu'il y a, c'est effectivement dans le sud de l'Europe, donc c'est Barcelone. On pourrait aussi tabler sur Jerez, mais bon, Barcelone est un circuit plus complet pour tester une monoplace. Et voilà, on n'aurait pas eu cette polémique si on avait eu nos 6 jours à Bahreïn. Et je suis quasiment certain que si l'année prochaine Melbourne ne retrouve pas sa première place en tête du calendrier et qu'on a de nouveau Bahreïn, vous aurez 6 jours d'essai à Bahreïn. C'est sûr. Ce qui serait logique, à un moment, c'est pas déconnant, mais là effectivement il leur faut, comme tu dis, des essais proches de chez eux. On rappelle, hein, s'il y a un problème, vous cassez votre aileron avant. Rappelez-vous de Red Bull en 2015 à Jerez, il y a une sortie de piste, ils cassent l'aileron avant. Ils ont fait la journée sans aileron avant. Ils ont roulé avec une voiture qui n'avait plus l'aileron avant. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais au moins, 1 heure plus tard, ils ont dit le soir, il nous faut un aileron avant. Il est arrivé 1h30 après, en avion, et voilà, basta. Pareil, il faut quand même mettre 5-6 heures pour y aller, hein. Donc forcément ça te bouscule un planning. Gauthier qui demande pourquoi pas d'essai au Paul Ricard à ces multiples configurations. Écoutez, je pense que Paul Ricard, déjà on va espérer pour eux qu'ils arrivent à rester encore au calendrier après 2022, ce sera déjà un bon début. Je pense que c'est ça en fait le risque entre guillemets, c'est que Paul Ricard, ils ont galéré pour récupérer la F1, hein. Ils ont dû ramer. Christian Estrosi a dû s'employer corps et âme. Enfin, si on écoute Christian Estrosi, à lui seul, il est quand même. Rendez-vous compte, les chances de retour de la F1 étaient de moins 2000%. Et juste grâce à son travail et son dur labeur, pouf, la F1 est revenue au circuit Paul Ricard. Donc c'était quand même merveilleux. Mais donc voilà, après, envisager des séances d'essai officielles alors que Barcelone le fait depuis des années, c'était compliqué. Et puis on privilégiait toujours l'Espagne d'ailleurs dans ces cas-là. En général, on avait Jerez à une époque, Valence aussi. Puis Barcelone a ce côté un peu universel où finalement c'est un circuit qui permet de tester tout, puisqu'en fait il propose tout type de virages. Il y a des courbes rapides, des courbes moyennes, des épingles. Donc en fait les équipes peuvent comprendre à peu près les données surtout, et effectivement ça paraît logique même si le Paul Ricard a beaucoup de configurations. C'est un asphalte qui est vachement plus atypique au Paul Ricard, surtout qu'il a été refait il n'y a pas longtemps, et des virages beaucoup plus atypiques parce qu'ils ont tous quasiment un carrossage, ce qui n'est pas forcément pratique pour faire des tests vraiment très basiques. Donc Barcelone est un très bon circuit, et même Bahreïn, c'est pas un mauvais circuit pour ça non plus, mais en fait, c'est juste là, c'est vraiment une question de com, en fait, uniquement. C'est ça le problème, c'est problème de com, problème d'argent. Enfin, problème d'argent, en l'occurrence, c'est pas un problème pour eux puisqu'ils en ont trop, plus que prévu. Mais en fait, ouais, ils ont juste cédé aux sirènes de. C'est ce qu'on disait là, il y a 2 semaines quand on a fait l'émission. On disait, il faut espérer qu'ils vont pas céder aux sirènes de 20 millions en plus ou 25 millions en plus, juste pour ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, ils peuvent pas s'empêcher dès qu'ils voient un chèque, dire, si, il faut qu'on y aille. Non. Au bout d'un moment, il faut savoir que oui, c'est un chèque, c'est bien, mais il faut aussi respecter le public qui te fait vivre, parce que
Alors ça n'empêchera sûrement pas qu'il y ait 400 000 fans à Austin encore cette année et que les tribunes soient pleines sur les 3/4 des Grands Prix. Mais quand on voit la réponse des gens, des fans, nous on les voit beaucoup puisqu'on a beaucoup de gens qui commentent, notamment sur Next Gen et après un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis moi je regardais un peu ce qu'ils se disaient sous les posts officiels de la F1 et de Will Buxton. Tu vois que les gens sont vraiment pas contents et ont compris. Il n'y a pas un seul fan qui n'a pas compris pourquoi ça a été fait. Et le plus vexant, je dirais, face à la F1, c'est de voir qu'ils ont pensé en fait que les gens ne comprendraient pas. Ils ont dit non, mais on va modifier la com pour dire oui, comme ça, c'est un shakedown, c'est pas des essais, machin. Tout le monde a compris pourquoi, tout le monde a compris ce que c'est. Il y a juste eux qui s'enferment dans cette espèce de déni de com juste pour valider le chèque derrière. Et ça, c'est vraiment le gros problème aujourd'hui et c'est ce qui fait que les gens sont super mécontents de ce qui se passe. Moi, je trouve qu'une autre question qu'on pourrait éventuellement se poser, même si on est tous d'accord sur le fait que c'est l'enjeu financier qui a eu la priorité sur cette histoire, c'est est-ce que la F1 n'a pas peur ? Je m'explique. Si les 3 premiers jours d'essai, on se rend compte qu'en fait, les nouvelles monoplaces, pour X raisons, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, nouvelles monoplaces plus les nouveaux pneus, j'en sais rien, j'essaie d'imaginer des scénarios. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, si par exemple Pirelli produisent des pneus qui n'arrivent pas du tout à tenir sur les nouvelles voitures, si les nouvelles Formule 1, pour X raisons, elles n'arrivent finalement pas à se suivre, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, on a tellement d'inconnus cette année, qu'il ne faudrait pas qu'on se crame non plus en montrant dès la première journée, je ne sais pas moi, justement 2 voitures qui n'arrivent pas à se suivre, un pneu Pirelli qui ne marche pas. Vraiment, j'essaie encore une fois de creuser et de chercher d'autres raisons que la raison financière, j'ai du mal à en trouver, mais je me suis quand même fait cette réflexion. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se dire, est-ce que finalement ça ne va pas être un flop dès le départ ? Et le fait de ne pas tout montrer, on a un petit peu de temps et un petit axe d'amélioration avant les essais de Bahreïn, où là ce sera public, je ne sais pas. Il y a peut-être une faille quelque part qui n'est pas sûrement seulement financière, même si c'est sûrement du 95% au moins financier. Peut-être qu'il y a cette petite inconnue et ils se disent peut-être qu'on se ferait une mauvaise pub en montrant tout de suite. Peut-être qu'il faut qu'on passe 3 jours un peu à shakedown, même si le terme, encore une fois, il est complètement erroné. Et une fois qu'on a, entre guillemets, passé la première salve des questions qu'on se pose, peut-être qu'on montre. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question que j'ai essayé de creuser, mais encore une fois, dans tous les cas, on saura ce qui s'est passé, donc ne pas montrer. Bon, après, je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Moi, par contre, la seule faille. C'est une thèse, c'est pas mon avis. Ouais, mais je pense pas qu'elle serait. Le seul faille que je pourrais voir, c'est qu'il y ait une ou 2 équipes qui sont absentes de Barcelone. Effectivement, là, du coup, pour la F1, ce serait un petit camouflet. Si effectivement ça avait été les essais officiels et qu'il y a une ou 2 équipes qui sont absentes de ces premiers essais, parce que voilà, les crash tests sont hyper difficiles à passer. Ça, c'est un fait. Là, Nicolas Stambazis l'a dit aujourd'hui, effectivement, voilà, l'énergie, rien que sur les côtés, c'est 80% de plus que les F1 de 2021. Et donc, ça a donné quand même pas mal de fil à retordre à pas mal d'équipes, d'après lui. Mais il n'a pas cité lesquelles. Bon, il y a eu des rumeurs sur Mercedes, comme quoi ils auraient raté leur crash test. Ça a été vite démenti dès la fin du week-end. Lundi matin, le community manager, il a dû voir ça, il a dû dire... faut qu'on réagisse là parce qu'on est en train de raconter des conneries sur nous. Donc voilà, crash test évidemment réussi par Mercedes le 13 janvier pour l'homologation. Voilà, donc ça peut être la seule entre guillemets épine dans le pied qu'il aurait pu y avoir pour ce premier test, effectivement qu'il n'y ait pas les 10 équipes présentes le jour J avec leur voiture. Après, il y a toujours des rumeurs encore une rumeur sur Red Bull là, qui n'aurait pas réussi ce crash test, mais là, pareil, ces rumeurs là je ne les crois absolument pas, surtout quand je vois la source qui est souvent très contestée du côté de l'Italie et d'un certain média que je ne citerai pas. Donc voilà. Et puis voilà, il y aurait Aston Martin aussi qui aurait un petit peu plutôt de planning de production. Ensuite, oui, mais voilà, c'est normal ça aussi, Franck, parce qu'ils doivent s'aligner sur le planning de Mercedes. c'est pas facile ils peuvent pas tout gérer si tu veux. Donc, Ouais, et puis Otmar Zavner qui est parti aussi, avec les plans. Voilà, c'est ça qui est parti, on sait pas où encore d'ailleurs, mais on aimerait bien savoir un jour. Certainement pas chez Alpine, en tout cas, puisqu'il a dit qu'il n'irait pas. Fermement. Mais moi, je serais quand même vraiment sidéré qu'il y ait des équipes qui soient à la bourre sur un projet aussi long terme. Je comprends que le crash test soit compliqué à passer, mais des plannings de production sur un projet qu'ils auraient pu débuter à développer le 1er janvier 2021, si en février 2022 ils sont à la bourse, c'est vraiment un gros camouflet sur le fonctionnement de l'équipe. Il se dit que chez Aston, l'ambiance est quand même pas terrible, hein, et c'est Ralf Schumacher comme qui lançait ça depuis l'été, comme dire que c'était vraiment pas terrible parce qu'il entendait lui-même les échos de gens qui... Parce que lui, il a roulé chez Jordan, il a des amis, il a des gens qui sont là là-bas depuis de longue date.
Et ça a quand même tendance un petit peu à se vérifier. Et puis, voilà, le départ de Snafnover, il avait aussi un peu prédit quoi, dans ce contexte-là. Donc, il a souvent été critiqué Ralf Schumacher pour ses analyses. Mais du côté d'Aston Martin, je crois quand même qu'il est assez bien renseigné. Donc, est-ce que voilà, Ouais. le remous, le départ de Zaf, l'arrivée de 8 marches derrière, ça a pas un peu ébranlé ce système-là? C'est pas possible. On sait comment il est le père Laurent Stroll. Hein. On l'a vu des images en coulisses Netflix. Il était vraiment pas content du tout de voir que la voiture copiée de Mercedes a fonctionné une année, mais pas la deuxième, quoi. Donc voilà. Il était extremely angry, rappelons-le. C'est ça. Sur sa chaise d'otage établissements. Sa I'm vidéo extremely d'interrogatoire. angry. Absolument Mais affolant. non, mais c'est possible après. Hein. Mais c'est vrai qu'après, pour revenir sur ce que tu disais, Paul, moi je suis un peu d'accord. Je me demande si ils ont beau avoir fait des millions de simulations, parce qu'apparemment, ils sont très sûrs de leur projet et tout ça. Je me demande si ils ont réussi à bien simuler les pneus, les suspensions et les voitures, en fait, parce que ça va être vraiment totalement différent. Déjà, on a vu qu'au départ, les roues 18 pouces, ça devait être des jantes plus grandes, mais l'ensemble roue devait rester de la même taille. Et finalement, aujourd'hui, il y a 6 cm d'écart, je crois. Et en fait, ils ont déjà augmenté le talon du pneu parce que justement, je pense qu'il n'y avait plus assez de déformation sur les simulations et que les pneus étaient un peu trop rigides. Et en fait, si le pneu est rigide et que la roue ne se déforme pas, ce qui prend derrière, c'est la suspension. On sait que les suspensions ont aussi été modifiées, mais est-ce qu'elles ont été assez? Je ne sais pas. Et c'est vrai que pour moi, c'est le seul truc qui pourrait expliquer qu'ils aient un doute. Mais dans ces cas-là, je pense qu'ils auraient pu juste demander aux équipes de leur demander comment se passait le shakedown, tout simplement. C'est pas compliqué parce que c'est pas la différence entre rouler à une vitesse de shakedown avec des pneus moins bons et puis rouler vraiment à pleine vitesse qui peut faire la différence. S'ils demandent aux équipes de faire quelques kilomètres pendant le shakedown un peu à pleine vitesse, ils auront assez de confirmation que ça va, quoi. Donc, je sais pas. J'y ai pensé aussi, mais au bout du compte, je pense pas qu'on se dirige vers un fiasco à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, la F1 dit elle-même qu'elle a beaucoup d'outils pour justement simuler tout ça, et que ça a été fait et qu'il n'y a pas de problème sur les voitures. Donc, je pense malheureusement qu'à la fin, au bout du compte, ça reste l'argument financier. Question suspension et pneus, sur l'interaction, il y a quand même eu des retours de la part de la Formule 2 aussi. Donc, après, on peut toujours aussi extrapoler avec les forces supplémentaires que génère une F1. Donc voilà, je pense que voilà, c'est quand même ces ingénieurs quand même il y a pas que de l'aérodynamique, il y a aussi la mécanique, et les ingénieurs qui sont en charge de la mécanique sont aussi extrêmement doués. Donc je pense pas qu'ils soient du genre à sous-estimer les forces nécessaires. Je pense pas qu'on verra à Barcelone une F1 perdre ses 2 roues avant comme une Toro Rosso au Grand Prix de Chine une fois, parce que ça, Franck, de toute façon, on a sous-estimé un truc, mais c'est pas impossible. Personne ne peut dire que ça ne va pas arriver. Ça, Franck, de toute façon, on ne le verra pas. C'est la seule certitude de ces essais de Barcelone, c'est qu'on ne le verra pas. Si ça arrive, voilà, ça peut arriver, mais voilà. Et en fait, il y aura quand même des gens sur place. Encore une fois, si vraiment il y a quelques journalistes et photographes sur place, ils pourront pas camoufler ce genre de problème. Mais oui, non, mais c'est pour ça que le positionnement est extrêmement étrange. Et j'ai retrouvé les tweets de Will Buxton, enfin le tweet de Will Buxton, parce qu'il y en a un qui est goldé. Il aurait mieux fait de se la fermer ce jour-là. Hein. C'est incroyable. Donc en gros, il arrive et il dit, il commence en disant voilà, maintenant que les essais sont réduits à 3 jours à partir de 2021, ce qui est faux. Hein, vous avez dans le règlement de la FIA, qui est celui qui compte pour tout ce qui est sportif, ils disent pas qu'il y a que 3 jours d'essai. Hein, donc c'est factuellement faux. C'est bien de voir que les équipes vont toutes se réunir pour un shakedown de 3 jours très important de ces nouvelles voitures avant le test de pré-saison à Bahreïn. Alors que les shakedowns sont habituellement privés, c'est positif de voir que les médias peuvent être là pour donner des updates. On rappelle encore une fois, parce que là, ça contribue au fait que tout le monde soit un peu perdu. On rappelle que ça aussi, ce qu'il dit là est factuellement faux. Je tiens à le préciser, puisqu'un shakedown de 3 jours, ça n'existe pas. Un shakedown de 3 jours, ça n'existe nulle part. Manu. Un shakedown en F1, c'est 100 km avec des pneus non compétitifs. Point barre. Il n'y a pas d'autre définition. Ensuite, donc, quelqu'un, alors un Italien qui s'appelle Manu, lui répond, peut-être a-t-il une chemise à carreaux, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Pas italien. Mais qui dit que c'est complètement, c'est un manque de respect total pour les fans. Will Buxton répond, comment? Personne n'a jamais assisté au shakedown.
pas les fans, pas les médias. Ça a toujours été quelque chose de très privé. Maintenant, tous les shakedowns auront lieu ensemble, et en plus, on pourra les suivre on pourra les suivre sur place. Mercedes n'a pas déjà annoncé qu'ils allaient tester leur nouvelle voiture le lendemain de la présentation, le jour même? Si. Merci. Ils feront. Attends, tu sais ce qu'ils feront le jour même? Ils feront leur shakedown. Non, Manu, mais là, c'est là que tu fais erreur. Ils peuvent pas, puisqu'ils pardon. ils vont le faire à Barcelone. Alors, le shakedown. promotional film. Voilà. Voilà, Ah oui, ils vont faire pardon, du filming, excuse-moi. ça n'a plus rien à voir. C'est pas du tout pareil. Ah, mais c'est nous qui sommes bêtes, peut-être. Parce que Filming si Day, tu veux on avoir- appelle ça Filming Day, exactement, on appelle ça Voilà. Filming Day, plus checkdown. Parce que si tu veux, avant Manu, quand les équipes avaient une nouvelle voiture, elles sortaient pour un roulage très réduit, très restreint, à vitesse assez réduite, pour tester que tous les systèmes soient bien mis en place. On appelait ça un shakedown à l'époque. Maintenant, ce qu'on appelle les filming days, ça n'a rien à voir, parce que la voiture va sortir en piste, à une vitesse relativement réduite pour voir si tout fonctionne bien dans la voiture. Sauf que c'est filmé. C'était Nitran dans le chat qui disait il y a le bon et le mauvais shakedown, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Mais là, en fait, oui, c'est nous qui avons détourné les journalistes en fait au fur et à mesure des années qui passent ces Filming Day en shakedown. C'est comme ça que on a vulgarisé pour nos fans, pour nos lecteurs, en disant Oui. que ces Filming Day étaient en fait des shakedowns parce qu'en fait ça l'est. Ça l'est. Ils font 100 Ah, mais ça kilomètres, l'est. ils testent des choses. Certes, ils doivent avoir une caméra, ils doivent fournir des images, ils doivent prouver que c'est promotionnel, et ils le font. Mais derrière, il y a bien des tests qu'ils font sur ces voitures-là, et notamment le premier jour de lancement d'une voiture. On appelle ça, entre nous, un shakedown. Sauf que, C'est un dé- réglementairement parlant, ça s'appelle la Filming Day. Ça a toujours été le cas. Moi, je pense, rappelez-vous, 2007, la fameuse publicité extraordinaire avec les deux pilotes de McLaren qui se font avoir par Hakkinen à la fin. Il y a des images où la voiture elle roule. C'est pris lors d'un shakedown, ces images-là. Ça a toujours existé. Mais ça a toujours été. Les deux concepts ont toujours été liés, de toute façon, puisqu'effectivement, les équipes de F1 ont toujours fait des tournages promotionnels et ont toujours. ont toujours profité du shakedown. Mais ce tournage promotionnel se fait uniquement si la voiture roule. Et justement, c'est la vérification des systèmes en fait qui permet ça. Alors, il y a deux journées promotionnelles dans l'année de tournage promotionnel, et la première sert aussi à déverminer la voiture. Ça reste un déverminage. Et là, je vois, c'est vrai que c'est terrible. Will Buxton a réussi à se faire ratio sur Twitter. Bravo à lui. Donc, qu'est-ce que c'est que ratio? C'est quand tu as plus de réponses à un tweet que de likes sur ce même tweet, ce qui prouve que normalement, si tu as plus de réponses comme ça, c'est un bordel. C'est un petit peu compliqué. Quand tu te fais ratio, généralement, c'était une connerie. Et là, c'est vrai que c'est le cas, quoi. Et là, il se fait totalement ratio. Non, mais c'est... Voilà, je comprends la volonté de protéger un petit peu la marque pour laquelle il travaille, bien évidemment, mais faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de sensiblement prendre les gens pour des cons. Et en fait, cela dit, je pense très sincèrement que ce tweet de Will Buxton est extrêmement évocateur parce que ce tweet s'adresse totalement à des gens. Enfin, quand il répond, en fait, il répond à des gens qui ne connaissent pas la Formule 1. En tout cas, qui dans sa tête ne connaissent pas la Formule 1. Parce que son discours, si moi j'ai jamais regardé un Grand Prix et que j'ai juste regardé un peu Drive to Survive et que j'ai envie de me lancer justement dans la Formule 1 parce que j'ai trouvé la série Netflix super, bah, je l'entends et je le dis ah ben d'accord, ah oui mais je savais pas, donc ah c'est cool parce qu'avant les shakedowns on les filmait pas et tout, maintenant on va voir des trucs, ah c'est chouette. Ce que je te disais, c'est 80-90% de l'audience de la F1 aujourd'hui, c'est ça maintenant. Et donc je pense que tout à l'heure, on le disait dans le chat aussi, c'est pas bien pour les fans et tout ça. Mais en fait, je crois qu'on a la réponse. On va pouvoir terminer. Rendez-vous compte, un débat va se terminer avec une vérité universelle. C'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais en fait, le fan de sport n'existe plus. Enfin, les fédérations, les personnes qui gèrent les sports ne s'intéressent plus aux fans qu'ils ont, mais ne s'intéressent uniquement aux fans qu'ils espèrent avoir et qu'ils veulent avoir. À l'expansion. C'est le seul truc qui les intéresse désormais. C'est de la com positive où ils essaient de faire croire à ceux qui accepteront l'explication qu'on leur en donne plus que ce qu'on aurait dû. Mais en fait, encore une fois, quand tu vois les réponses sur Twitter notamment, et même nous on le voit dans les commentaires, les gens ne sont pas dupes. Alors oui, il y a des gens qui auront pensé ça, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent de croire que... Et là, aujourd'hui, ils ont encore ajouté quelque chose sur Twitter. Ils ont dit on aura un premier aperçu des voitures. Non, arrêtez. C'est pas en répétant une connerie qu'elle devient vraie. Et Will Buxton, ils ont cru que ça allait être un coup d'extincteur. En fait, c'était un coup d'allume-feu. Et ça va être pareil à chaque fois qu'ils vont remettre une couche. Parce que à chaque fois, les gens vont dire non, arrêtez de nous prendre pour des cons. On a compris. Ça sert à rien de nous dire le contraire. On sait que de toute façon, c'est faux. Donc, pour moi, ils vont communiquer comme ça jusqu'à Bahreïn, en fait. Parce que du coup, il ne faut pas se leurrer. De Barcelone à Bahreïn, ça va être
ça va être vraiment polémique sur polémique et controverse sur controverse. Et parce qu'il y aura chaque déclaration de la F1 disant que c'est super bien et qu'ils ont hâte de démontrer tout ça aux fans, les gens diront bah non, mais on a déjà vu un petit peu ce que c'est grâce aux équipes, grâce aux photographes, grâce aux sites et médias. Mais la F1 continuera forcément à dire on va vous montrer ça, c'est superbe, c'est beau. Enfin voilà, la communication Rose Brown, on la connaît. Donc jusqu'à Bahreïn, ça va être n'importe quoi, je pense. Et moi, je pense qu'on peut même le mettre plus loin. Abu Dhabi, pour moi, ça rentre dans le même truc. Abu Dhabi, c'est un peu le côté. Tu vas un petit peu aller chercher peut-être le fan de NASCAR en disant vous voyez, on a fait un peu comme vous. Vous voyez, on a tout adapté pour faire en sorte qu'il y ait une arrivée sous drapeau vert. Voilà, tu vois. Et c'est cette volonté maintenant. Le mec qui regarde la F1, en fait, et d'un côté, ce qu'ils disent n'est pas complètement faux. Dans la position qui est la position de la Formule 1 dans le monde des sports automobiles et des sports mécaniques. Ils ne peuvent pas prendre de risques en fait. C'est-à-dire que la personne qui regarde nous, voilà, ça fait 30 ans qu'on regarde la F1, 20 ans qu'on regarde la F1, 15 ans qu'on regarde la F1, on la regardera toute notre vie, on le sait, c'est con, mais enfin voilà, moi j'avais lu, il y avait eu une question qui a été posée sur Twitter il y a quelques mois et qui était très intéressante d'ailleurs de regarder un petit peu toutes les différentes réponses. Et la question était, voilà, imaginons, quel est le truc, l'élément qui vous ferait totalement décrocher de la F1, le truc qui vous dirait, bah voilà, maintenant, j'arrête de regarder, et moi j'ai répondu, bah aucun. Je sais très bien que, voilà, jusqu'à ma mort, je regarderai la Formule 1. Je le sais. Et ils le savent aussi, chez Liberty Media, qu'il y a un nombre incalculable de gens qui vont de toute façon regarder la Formule 1. Donc ils peuvent se permettre maintenant de prendre le risque, parce que la F1, en fait, ne risque pas grand-chose. Parce que là, toutes les réponses, les 200 réponses que Will Buxton s'est pris, les dizaines les centaines, les milliers de messages qu'on a actuellement sur les réseaux à propos de ça. Dans ces personnes, combien ne vont pas regarder la saison? Non, c'est sûr. C'est sûr. Le pire, c'est que la F1 aurait pu éviter tout ça parce qu'on va voir les voitures dans travers des présentations classiques avant les essais. Donc, chaque équipe va communiquer sur sa présentation. Bon, en général, ça sert sur Internet ou par quelques clichés ou des rendus 3D qui ressembleront tellement à des photos qu'on se fera avoir. Ça fera aussi fort à faire attention. Je pense notamment à As qui va être la première à présenter sa F1. Je suis pas sûr qu'on voit vraiment des photos de la F1, mais plutôt des rendus 3D qui ressemblent vraiment à des photos. Genre le piège avec As ou Williams aussi. Hein. C'est les deux spécialistes pour faire ce genre de choses. Voilà. Après, rester sur le discours qui était celui du début, qui était celui du mois de novembre, je suis remonté sur les déclarations qui disaient on n'a pas logistiquement le temps de filmer à Barcelone et de filmer à Bahreïn. Et voilà, on serait resté sur des essais traditionnels à Barcelone. Bah, écoutez, on serait revenu à ce qu'il y avait l'année d'avant, donc en 2020, c'est-à-dire des essais normaux avec des journalistes sur place, voilà, des communiqués, genre de choses, des photos. Et de toute façon, tout le monde sait que les vrais chronos, les vraies performances, la montée en puissance, les essais filmés par F1 TV, tout team, tout le bordel, c'est à Bahreïn, et c'est là qu'on monte en puissance et qu'on vend l'abonnement F1 TV, tout ça. Et on n'aurait pas eu besoin de se passer de cette mauvaise pub auprès des vrais fans de F1. Je appelle ça des vrais fans de F1 parce que ceux qui vraiment se suivent tout l'hiver, toute cette montée en puissance, les lancements, tout ça, on va en parler des lancements, mais les lancements, les essais privés, tout ça, ils auraient compris. Je pense ils auraient parfaitement compris qu'il n'y ait qu'une des deux séances qui soit filmée, et que forcément celle de Bahreïn qui va se dérouler sur le circuit du Grand Prix, dans des bonnes conditions chaudes, tout ça, machin, ça, c'est la séance qui compte. Et naturellement, c'était la séance qui comptait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ce mauvais tabac publicitaire avant. Sur Bryson Delicate nous dit le rallye a perdu beaucoup de son audience, donc rien n'est jamais acquis. Oui, mais c'est pas... ça se fait sur ça s'est fait sur des années, en fait, le rallye, c'est une perte... en fait, le truc, si vous voulez, c'est que ça, par exemple, c'est parce que tu avais beaucoup de pertes au niveau des constructeurs engagés et pertes d'intérêt, mais la F1, soyons francs, ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est le pinacle du sport auto. Rendez-vous compte que c'est le seul sport auto qui n'a jamais été challengé depuis sa création, quand même. Enfin, est-ce qu'on peut quand même replacer ça dans son contexte? Oui, début des années 90, l'IndyCar a failli... Bernie Ecclestone avait peur de l'IndyCar, mais je pense pas que l'IndyCar... Ferrari a longtemps menacé de monter son propre championnat parallèle, mais finalement, ils sont jamais allés. Fin des années 2000, oui. Et fin des années 90, fin des années 80, début des années 80 aussi. Ferrari, il a fait de toute façon chaque année. Ça fait longtemps d'ailleurs. J'aimerais bien que Ferrari s'arrête un petit peu. Mais enfin, rien ne pourra jamais faire tomber pour moi la F1 de son piédestal dans ce qu'elle est de plus pur. Donc, à un moment donné, ils peuvent se permettre de prendre ces risques puisqu'ils savent que de toute façon,
En plus, je pense qu'ils peuvent se permettre de prendre le risque de se tromper de communication, sachant qu'ils ont déjà renouvelé leur fanbase. C'est ça qui est merveilleux pour eux, c'est que c'est déjà fait. Drive to Survive, on est à la saison 4, c'est fait, ça a permis d'acquérir un nouveau public. Ils l'ont plus que renouvelé, ouais, ils l'ont étendu vraiment. Oui, Liberty Media a sauvé la F1 pour moi, parce que avant Liberty Media et Bernie Ecclestone, c'était un public qui était ultra vieillissant. Il n'y avait pas de digital, il n'y avait pas d'interaction sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Et sans Liberty Media, l'ouverture aux médias sociaux, la série Netflix qui franchement a été... Alors on peut critiquer effectivement le côté scénarisé, tout ça derrière, mais ça a ouvert le sport, mais d'une manière absolument gigantesque sur le monde. Et plein de gens se sont mis à suivre la F1 grâce à ça. Alors après, je vois toujours des polémiques. Toi, t'es arrivé à la F1 à cause de Netflix, tu comprends rien. Enfin, si vous lisez les réseaux sociaux, on va passer des vertes et des pavillons là-dessus. Ok, ils sont arrivés via ça, mais c'est pas pour ça qu'on va les empêcher de s'y intéresser, de devenir de plus en plus experts avec le temps qui passe. Voilà, nous on est un peu les dieux de la vieille. Voilà, on a connu la F1 de Bernie Ecclestone et voilà, on a grandi en s'informant nous-mêmes. Voilà, on n'a plus dans le temps voilà du 30 cm télé cathodique. Voilà, le seul truc que Bernie Ecclestone a suivi à peu près, c'est la télé 4K, les moyens de retransmettre la télévision, parce que la télévision pour lui c'était tout, c'était la base. Donc heureusement la Formule 1 avait suivi de ce côté-là. Mais du côté internet, il n'y avait que dalle. Donc voilà, heureusement, là on a renouvelé toute la fanbase et on a relancé le sport pour plusieurs décennies. Sans tout ça, je pense qu'à moyen terme, la F1 s'est soufflée gravement, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, Liberty Media, pour moi, a sauvé le sport auto. Oui, Parce aussi. qu'effectivement, sauvant la F1, mais encore une fois, c'est des gens qui auraient arrêté de regarder la F1 ou qui ne seraient pas venus à la F1, ils ne seraient pas allés ailleurs. C'est ça qu'il faut aujourd'hui se rendre compte. Alors, désolé, le débat... La F1 traque le tout. Hein. Le débat glisse un peu, mais je pense que c'est aussi intéressant. Mais il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens disaient, je disais des choses comme ça toujours sur les réseaux sociaux. Il y avait du truc genre mais rendez-vous compte, dans 2 ans la Formule 1 aura une meilleure grille que la F1. Rendez-vous compte, la Formule 1. Non, c'est factuellement faux. Il faut arrêter de. Et j'ai rien contre les pilotes de Formule 1 qui sont des excellents pilotes, mais en attendant, les meilleurs pilotes du monde, ils sont à F1. C'est un fait. Les gens qui disaient il y a quelques années, mais rendez-vous compte, le WEC, t'as vu, il y a Audi, il y a Porsche, il y a Toyota, c'est incroyable, la F1 va se prendre un mur. En attendant, c'est le WEC qui se l'est pris et le WEC revient maintenant parce que les constructeurs reviennent, mais combien de temps est-ce que ça va durer et ça ne supplantera jamais la F1 ? C'est pareil avec tous les sports. Hein. Tout le monde a dit de toute façon la Formule 1 va éclicser la F1. Enfin, tout le monde. Alejandro Agag surtout, mais beaucoup de monde ont suivi. Mais au final, c'est à des milliers d'années de ça. Donc, c'est clair que la F1, en plus, vraiment, elle a un effet hyper positif sur l'ensemble de la galaxie sport auto parce qu'elle traque tout le monde vers le haut. On voit même le MotoGP qui fait des petits partenariats comme ça avec une équipe qui colle le sticker de la F1. Et enfin, globalement, il y a des échanges de posts sociaux. Je pense que c'est des échanges commerciaux. Hein. Faut pas se leurrer, ils s'achètent des petites coms. Donc, c'est hyper impressionnant de voir le moteur qui est devenu la F1 sur la popularité du sport auto. Et encore une fois, pour voir l'effet vraiment Netflix, il ne faut pas oublier que les audiences du Grand Prix des États-Unis sur place, la dernière année avant le Covid, c'était 200 000. Et là, cette année, c'était 400 000. Donc, en 2 ans et en 2 saisons de Netflix, qui a vraiment fait exploser le truc depuis 2 ans, le temps que ça se mette en place, il y a eu quasiment du simple au double sur les circuits, malgré le fait que les places des Grands Prix ont souvent augmenté en termes de budget. Les Américains n'aiment pas la F1. Non, c'est faux. L'Amérique, aujourd'hui, c'est quasiment le marché numéro 1 de la F1. En termes de spectateurs, rendez-vous compte, c'est quand même assez incroyable. Faut oublier que l'an prochain, ils auront peut-être 3 Grands Prix. Hein. Voilà, sur Rise and Delicate qui nous dit les audiences télé de Formule 1 ne sont pas si incroyables en France. Mais on est sur du x4 depuis, si on prend les 5 dernières années. En termes d'audience. Et sur Canal, ça bat le foot à plat de couture. Oui. La dernière fois, il y a eu, sur un Grand Prix qui était en fin d'après-midi, il y a eu 1,4 million. Le match, la tête d'affiche de Ligue 1 le soir a fait 950 000. Voilà. Donc, c'est hyper impressionnant pour des trucs cryptés. Ils n'ont pas fait 2 millions à Abu Dhabi Si, ils ont fini par 2 millions à la fin d'année. Ils ont fait 2 millions et quelques quand il y a eu une diffusion en clair en plus. Et on parle d'abonnés, donc il y a plusieurs personnes dans la télé. Hein. Voilà, puis les gens diront, ouais, mais tu vois, à l'époque sur TF1, ça faisait 3,5 millions. D'accord, mais sur TF1, dans les 3,5 millions, tu avais des fans un peu casus, entre guillemets, voilà, qui ne payaient pas. Tu avais les gens qui se mettaient devant Walker Texas Ranger, puis après 14 tours, ils se disent,
Mais c'est pas Chuck Norris. J'ai pas compris. Donc, voilà. Il s'endormait devant Walker Texas s'endormait. Ranger et il se Exactement. réveillait à la fin du Grand Prix. Mais Et là, d'ailleurs, juste, je fais une petite, à titre aparté, j'ai de très bonnes stats là-dessus. Quand on dit 3,5 millions sur TF1, il faut savoir qu'en moyenne, il y avait 1,4 spectateurs devant une télé. Grosso modo. Donc en fait, quand on a 3,5 millions, ça veut dire en fait 2,5 millions, 2,6 millions de postes allumés. Là, quand on dit 2 millions Canal+, il y a beaucoup plus de gens parce que évidemment les gens se regroupent, les familles se regroupent pour suivre les Grands Prix parce que c'est payant. Et on est en moyenne apparemment entre 2,2 et 2,5 personnes devant l'écran. Donc on dépasse en fait, on dépasse en termes de vraies personnes qui sont devant un écran les audiences de TF1 quand TF1 faisait 3,5 millions, 4 millions. Ouais. Avec Abu Dhabi. Donc en fait, on commence à revenir en termes de personnes physiques touchées à des niveaux de la télévision gratuite. Quand TF1 et encore une fois, quand Sur le payant. quand, Sur le quand Canal+ ne donnait pas ces chiffres, c'est parce qu'ils avaient 500 000 téléspectateurs. Et c'est en soi 500 000 abonnés. Je suis désolé, 500 000 abonnés qui regardent un Grand Prix de Formule 1 en 2014, bah, je dis bravo, parce que les Grands Prix de Formule 1 en 2014, fallait se les continuer, vous comprenez. Mais on est passé de 500 000 à 2 millions. C'est quand même complètement fou. Et avec ce qui s'est passé à Abu Dhabi, qu'on l'aime ou non, ça va forcément donner encore envie aux gens. Moi, je suis désolé, vous me savez. Enfin, on en a débattu de cette fin de saison à Abu Dhabi, mais si on reste juste sur le côté très terre à terre pour quelqu'un qui ne connaît pas la Formule 1, moi, j'allume ma télé. Le titre mondial, il s'est joué sur un dépassement dans le dernier tour. Pourquoi je ne regarderais pas la saison qui vient? C'est comme une finale de Coupe du Monde qui joue dans les arrêts de jeu, tout le monde en veut, hein, donc c'est exactement pareil. Vraiment. Et puis, comme dit Louis, on compte pas F1 TV, parce que F1 TV maintenant aussi a, à mon avis, une bonne base. Je serais très surpris, encore une fois, si vous me dites qu'il y a 100 000 personnes devant F1 TV en France, je serais surpris. Je trouverais que ce serait déjà un beau chiffre. Mais ça s'ajoute, c'est important. Je ne serais pas étonné parce que quand même, la proposition de Canal reste quand même très chère en termes d'abonnement. F1 TV est vraiment pas cher, c'est 60 balles par an. Donc pour les gens qui veulent regarder la F1 à petit budget et vraiment se gaver de F1 parce que c'est tous les essais, des documentaires, des archives et tout ça, il n'y a pas de meilleure proposition en termes rapport qualité-prix. Donc moi je ne serais pas étonné que les audiences 2021 aient été vraiment très bonnes, notamment en France sur F1 TV. Alors là, je te promets que si c'est le cas, là je trouve que c'est encore très impressionnant. Très impressionnant parce que le streaming en fait en France c'est un truc moi je me rappelle vous savez M6 tout ça des fois diffusait des choses en streaming sur Sisplay plutôt que de les diffuser à la télé. S'ils avaient 15 000 viewers, c'est incroyable, hein. C'était vraiment Twitch le truc, quoi. Donc là si on arrive en plus à avoir développé ça, la F1 aura tout gagné. Bruno dit si Hamilton vous plie la saison en septembre, il faudra s'accrocher pour rendre la fin de saison. Évidemment, on n'est pas à l'abri. Maintenant, encore une fois... Il y aura quand même cette base de 1,2 million, 1,3 million qu'il y a aujourd'hui. Hein. Et puis, tu en as beaucoup qui, à mon avis, suivent la F1, mais il n'y a pas forcément que le côté feuilleton, en fait. Enfin, il y a le côté feuilleton quand tu regardes sur Netflix, mais ils vont pas uniquement... En gros, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, même si tu leur dis la saison est finie, il y a le champion du monde, ils vont quand même continuer de regarder parce que ça se regarde aussi course par course. C'est un feuilleton où chaque épisode est quand même intéressant. Et pour répondre à Bruno, en plus, comme Hamilton ne reviendra qu'au mois d'avril après s'être fait supplier pendant 2-3 Grands Prix où il ne serait pas là, la performance sera comme d'autant plus belle. Voilà. Sachant qu'Alonso, on sera déjà à 4 victoires en 4 courses, donc il va falloir aller chercher l'Espagnol. C'est assez compliqué. Je regarde là, par exemple, je regarde un petit peu le... Je regarde Amazon Prime. Amazon Prime avait dit 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs pendant Roland Garros. Mais c'est exactement ce que ça veut dire, quoi. Roland Garros, c'est 2 semaines déjà. Donc tu divises par 14, tu te retrouves avec des scores qui sont pas si énormes. Donc si on arrive effectivement à 100, 150 000 sur F1 TV en France, plus les 2 millions et tout, franchement, on est sur... Après, il y a plein de gens qui sont abonnés. Je pense à Manu. Je pense que Manu est abonné comme moi à F1 TV, mais on regarde sur Canal. Voilà. Non, moi, je regardais sur F1 TV cette année, mais... Ah, bon, voilà. Bon. Ça n'arrête pas de rebondir. Mais oui, voilà. c'est mon vieux Gaëtan. Voilà, là. Et tu veux qu'on réinvite Julien Febvre avec tout ça? Bon, mais j'ai rien contre Julien Febvre. Je veux qu'on invite les deux. Oui. Ah oui, c'est beau ça. Par contre, on parle pas de l'émission, nous. Moi, je les laisse. Allons-y. On y en a un qui anime et l'autre qui commente et on inverse la semaine suivante. Ce serait magnifique. Ce serait non, mais voilà, donc moi, F1 TV, pareil, je suis abonné, mais en fait, j'ai quasiment pas regardé, à part pour des documentaires de temps en temps de l'année. Je m'étais abonné pour les essais privés, voilà, qui étaient retranscrits en direct par, voilà. Forcément, ça a tellement attiré le fait que c'était une première d'avoir 24 heures de Formule 1 en direct.
Et après, c'est vrai que j'ai assez peu profité du système. Bon, parce que j'ai beaucoup d'occupations avec Next Gen Auto à tenir, avec tout ce qu'on a à faire. Voilà, j'ai pas plus le temps que ça. Puis quand j'ai besoin de couper, je coupe. Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. Mais pour ceux qui peuvent effectivement se payer l'abonnement F1 TV, il y a énormément de choses. Je rejoins ce que dit Manu là-dessus, c'est que pour 100 € par an, 5 € par mois, c'est pour qui aime la F1, c'est quand même acheter un magazine une fois par mois, quoi. Vous pouvez en prendre plein les mirettes. J'ai un ami qui est en train de surpasser les grands prix des années 60, 70, 80, il se repasse tout, quoi. Tout ce qui est ligne, c'est formidable. Mais il y a Sobright and Delicate d'ailleurs qui demande une question qui nous donne la réponse un peu à tout ça. Il dit, est-ce qu'un site comme Next Gen Auto a profité de cette saison exceptionnelle? Oui. Nous, on a eu des audiences qui ont été inégalées par rapport à l'histoire du site. Donc, Mais tout le monde. Franck peut encore mieux en parler au niveau des chiffres précis. Mais ouais, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de doute pour les plateformes comme pour les sites. Nous, c'est plus 35% l'année dernière, donc par rapport à l'année d'avant. Et l'année d'avant, on faisait encore plus 50%. Bon, Next Gen Auto a beaucoup cru en l'espace de 3 ans. Et c'est un peu particulier, même si Next Gen Auto a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a la grosse poussée de croissance, ça a eu lieu à partir de 2018. Voilà, quand l'arrivée du responsive, on a pris pas mal de parts d'audience, on va dire, à d'autres. Et puis il y a des sites concurrents qui se sont éteints aussi. Donc voilà, on a profité, on a renforcé, on est aussi fidèle à notre ligne. On est le seul site, je crois, qui se fait un point d'honneur de parler de toutes les équipes à la fin de chaque journée de Formule 1. Que ça soit de Mercedes jusqu'à As, on parle de tout le monde, on n'élude personne, de tous les pilotes aussi. Ça nous fait chier, désolé pour le mot, d'aller nous coucher si on n'a pas reçu la réaction d'un pilote, quel qu'il soit. Voilà, et on se met un point d'honneur justement à faire une couverture de tout le monde parce que tout le monde mérite de la même façon. Après, il y a forcément des actus sur plus d'équipes que sur d'autres, mais on parle de tout le monde. Je pense qu'il y a des grands prix, on a même plus parlé de Haas que Steiner lui-même. Tout à fait. Ça, sur 2021, c'est sûr. Qu'il n'en parlait pas. Ah oui, c'est vrai. Toutes ces déclarations étaient écrites par le responsable communication de l'écurie Haas et pas dites par Gunther Steiner. Mais de toute façon, enfin, les sites en ont profité, YouTube, Twitch, enfin, à un moment donné, on va pas se le cacher. On fait nos petites émissions, ça grandit. Ça grandit certes parce que ce que nous vous proposons est un produit d'une qualité absolument extraordinaire, bien sûr, mais ça produit aussi parce que la saison était formidable. À un moment donné, on va pas se le cacher, on a fait quoi? Après Silverstone, Monza et Abu Dhabi, peut-être les 3 meilleures audiences dans les diverses émissions qu'on propose ici sur Twitch. Donc c'est logique, ça dépend des différentes courses et des différents rebondissements de la saison, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, effectivement, pensez à toutes ces miniatures derrière. Hein, voilà. On voit très clairement sur nos 4 fonds où vont justement les fonds de Next Gen Auto. Ils sont répartis comme vous voyez, mais alors totalement équitable. On passe même au 1/12. Non, mais ça y est, bientôt il va avoir le volant Ferrari amalgame. Vous savez, le truc qui vaut 5000 balles, là, le machin tout en carbone. Merveilleux. Ça va être absolument incroyable. Et Paul, un jour, il va nous montrer autre chose qu'un livre et ce sera le jour où il aura reçu sa première paye de Next Gen Auto. Bravo, Paul. L'année dernière, il n'y avait rien, il y avait juste un mur blanc, on progresse. Bientôt les modèles réduits, ça arrive. Plus 35% sur son fond déjà, rendez-vous compte. Pour dire que nextgenauto.com progresse, c'est que Paul il nous a rejoint ce qu'ils avaient écrit de temps en temps pour nous il y a 4-5 ans. Il nous a rejoint en renfort depuis le mois de septembre et à partir d'aujourd'hui, 1er février, il est à mi-temps avec nous pour dire qu'on a besoin de force vive pour faire vivre le site. Et vous apportez aussi d'autres choses que de l'actu chaude. On va essayer un peu plus sur le mag et l'analyse. Ah bah oui, mais il y a un petit peu de temps. Non, parce que ça, si je pouvais me permettre simplement, parce que c'est-à-dire que cette émission devient méta, maintenant on va parler entre nous de choses qui concernent l'équipe, mais voilà, ça devient extraordinaire. Si je peux me permettre, si on pouvait avoir tous les jours des galeries, des pit babes et des photos de villas à Gland en Suisse, ça m'arrangerait. Les girlfriends des pilotes. Alors ça, si tu veux, je te donnerai un daté quand même, non? Je te donnerai une adresse après l'émission pour aller voir tout ça, si tu veux. Tu retrouveras peut-être quelques-uns de nos articles dessus aussi. Oui, parce que finalement, on parle des fins de saison. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller sur ce site-là, puisque vous avez Next Gen Auto et des galeries en plus? Donc c'est tout ce qu'il faut, finalement. Il n'y a aucun problème. On est d'accord qu'ils utilisaient... Enfin, quand ils disaient tout le temps que la villa de Michael Schumacher était à Gland en Suisse, c'était uniquement pour se faire pour se placer dans les moteurs de recherche pour d'autres termes. Oui, sur le mot gland. Je suis sûr que tu vas sur Twitter pendant qu'il roule encore. Ah, mais Michael Schumacher, c'est un gland. Allez, voilà. Un gland en Suisse. Allez-y, n'hésitez pas. Je pense que le placement du mot girlfriend dans chaque article joue aussi vachement sur ce genre de
Je sais pas si la requête Google a déjà été faite. Girlfriend de pilote de F1. Je réponds à Xon qui, si je peux lui payer une connexion Internet, il a une très bonne connexion Internet, il a la fibre. C'est son PC qui ne veut pas. Donc, Apple. Oui. Je travaille sur la question. Ça Là, va je bien me mieux que pose la semaine question. déjà. Je me pose une question peut-être incroyable. Et si, Paul, tu nous rejoignais avec ton téléphone portable? Ah. Eh, Ah là, non. Non. Si je vous rejoignais avec le téléphone. Ah, ça, je vais pas lui payer. Je vais pas non plus lui payer un smartphone, hein, faut pas. Il fasse au moins un mois quand même. putain, le mec... Non, mais le mec, il a un 3310 de À fonction. mi-temps, c'est déjà bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, avec ça? C'est plus possible. Oh, putain, Goodcar qui me dit c'est pas Gland, à Biscrat de Live de Glace. Elle est validée. Elle est totalement validée. Très bon, très bon. C'est totalement bon. En tout cas, bon, vous aurez compris que les essais de Barcelone, du coup, nous ont un petit peu fait diverger Bien gavé. quelque peu. Mais c'est intéressant aussi de voir un petit peu où se positionne la Formule 1 aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, de toute façon, en termes de couverture, la Formule 1, c'est ce qui traîne tout le reste derrière, de toute façon. Si le sport auto prend de l'ampleur, c'est grâce à la prise d'ampleur de la Formule 1. Donc, et je dirais même, je pense que le fait que le MotoGP sur Canal fasse de très bonnes audiences, c'est évidemment dû en partie au fait que Fabio Quartararo est champion du monde. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, champion du monde de MotoGP est français. Un truc, on va en profiter toute l'année. Enfin, jusqu'à ce qu'il, malheureusement, perde peut-être son titre. Mais je pense que ça vient aussi des audiences de la F1. À un moment donné, c'est forcément lié. L'IndyCar aussi, hein. L'IndyCar aussi, on profite. Hein. Voilà, le fait que le Canal+ devient la chaîne des sports mécaniques, le fait d'avoir un abonnement payant qui regroupe quand même les sports mécaniques majeurs dessus, ça les booste au moins tous en France. Donc, Ah, mais Tu rendez-vous dis compte. sport mécanique majeur. Hein? Quand T'as même, dit quoi, Michael? Non, je disais, tu dis sport mécanique majeur, mais ils diffusent plus la Formule 1 par contre. voilà, ça, je crois qu'il y a plus grand monde qui diffuse la Formule 1. Eurosport est la chaîne de l'équipe. C'est vrai. Avec une bonne couverture sur la chaîne de l'équipe en plus. C'est très sympa. Je me demande juste pourquoi on avait le casque de Romain Grosjean en plateau, mais très bonne couverture de la chaîne. Parce Non, que le designer commentait sûrement. c'était sympathique. Mais ils ont même la course des champions sur Canal+ maintenant. Oui, c'est ce week-end d'ailleurs. C'est quand même, oui, c'est ce week-end. Alors, on va suivre. mais rendez-vous compte quand même. Enfin, c'est fou de voir que même ça, parce que honnêtement, on va pas se le cacher, depuis quelques années, Race of Champions c'est devenu ça. Ça profite de cet engouement autour des sports mécaniques. Donc c'est très important justement de continuer. Et bon, voilà, il y a un faux pas qui a été fait par la F1, mais on va pas se le cacher, à la fin de l'année, ça se trouve, je vais pas dire qu'on l'aura oublié parce que c'est quand même un coup très chiant pour nous, mais c'est pas quelque chose qui va tuer, je pense, la Formule 1 ou quoi que ce soit. D'autant que ça fait 1 heure qu'on dit tous que ça nous énerve, mais les 3 jours à Bahreïn, on sera pendant 8 heures devant l'écran à regarder les voitures tourner. Donc, parce que Et on a fait. Au-delà du fait pour la qu'on- gorge avec ces conneries. Au-delà du fait qu'on le fasse pour le boulot, de toute façon, on a aussi envie de voir ces voitures tourner. Donc, c'est clair que. En fait, c'est juste énervant je crois qu'ils auraient été France, il n'y aurait pas eu de polémique en fait. Ils auraient dit voilà, on réserve tout ça pour Bahreïn parce qu'on a un contrat avec Bahreïn. Je veux dire, au bout d'un moment, ils annoncent des contrats à chaque fois, on a un contrat prolongé à Singapour jusqu'en 2028, au Qatar jusqu'en 2032. Et ben, on dit oui, il y a un contrat en plus avec Bahreïn, celui de la couverture exclusive des essais. Point. Et les gens auraient dit bah oui, c'est un peu chiant, effectivement, l'argent prend une place importante. Il y a toujours des râleurs, donc de toute façon, il y a jamais qui ne seraient pas contents, mais les gens n'auraient pas l'impression d'être pris pour des cons et ce serait vachement différent. C'est tout à fait vrai. Pour la raison que vous soulevez tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Michael, ou Manu, c'est que, entre guillemets, les anciens fans, comme vous l'avez très bien dit, ils vont rester. Même si on avait une saison très moyenne avec, admettons, un pilote qui remporte 90% des courses, on serait quand même, nous, les anciens fans, entre guillemets, à regarder la course parce que ça nous intéresse, parce qu'on regarde ça depuis 15, 20, 30 ans. Et du coup, on acceptera le produit tel qu'il est. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. Le vieux fan, entre guillemets, aujourd'hui, c'est plus, vous l'avez très bien dit, c'est plus la priorité, c'est plus celui qu'il faut plaire. Il faut chercher un nouveau marché, il faut chercher des nouveaux spectateurs. Et tant pis pour nous qui suivons depuis longtemps, on est obligé d'accepter ce qu'on nous donne. Et à voir jusqu'où ça ira. Mais de toute façon, comme la Formule 1 reste en effet le pinacle du sport, que les fans, les anciens ne s'en vont pas, pourquoi absolument chercher à leur faire plaisir, puisque de toute façon, ils vont regarder. Exactement.
Et honnêtement, la stratégie globale de Liberty a tellement bien fonctionné jusque maintenant. Comment leur donner véritablement tort? Vous allez voir, enfin, à mon avis, ils vont faire des records d'audience sur les essais de Bahreïn. Vous allez voir. Ah, mais oui, Et sûrement. encore, cette affaire en plus de Barcelone, elle cache quand même un problème quand même beaucoup plus grave. C'est On sait sûr. toujours pas, on sait toujours quand même pas comment vont se dérouler les week-ends de Formule 1 de manière très claire et très nette, parce qu'on sait toujours pas comment les sprints vont avoir lieu. S'il y en aura bien 6. Si la FOM, parce que voilà, on parle effectivement de 2 fois 1 heure d'essai le vendredi, mais la FOM serait prête à imposer 2 fois 90 minutes d'essai si les équipes de F1 ne veulent pas voter les sprints. Et ça, c'est dans un mois et demi voilà, que ça commence la saison, et on ne sait toujours pas la gueule qu'auront les sprints cette année. Est-ce qu'il y aura plus de points? Est-ce qu'il y aura une grille inversée pour les 10 premiers comme la FOM le veut, comme Ferrari le soutient aussi? Ferrari soutient une grille inversée. C'est pas depuis aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'ils le disent. Il n'y a aucun accord là-dessus encore. Et on est à un mois et demi alors que normalement, tous les règlements sportifs, c'est voté depuis une belle lurette en général. Ça fait aussi un petit côté un peu amateur. Voilà, de la Formule 1 qui est assez sympathique à commenter, mais qui fait parfois un peu peur. En même temps, Franck, c'est vrai que je peux comprendre Ferrari, puisqu'on a commencé à vraiment chouiner sur les grilles inversées en 2020. Je peux comprendre qu'à cette époque-là, ils étaient à fond pour les grilles inversées. Ça leur a permis de partir dans les 6 premiers, ils auraient été assez contents. Vas-y, Manu. Non, mais je disais, ouais, le fait qu'on sache pas non plus quels sont les dispositifs en place et tout ça à Barcelone, c'est exactement ça. Ça fait un peu. Ils essaient de retarder le moment où ils vont se faire taper sur les doigts, mais ça fait un peu amateur, quoi. Donc c'est dommage. Et j'ai vu une question de Sobright and Delicate qui demandait quel coût serait porté à la F1 si Lewis prenait sa retraite. Ben, le même que quand Schumacher est parti, le même que quand des Prost est parti, que Senna s'est tué. Voilà, ils perdront quelques fans, mais les gens resteront quand même. Ceux qui veulent vraiment voir de la F1 resteront regardés de la F1. Ne nous le cachons pas. C'est quelque chose, on va D'autant toujours plus dire, que oui. la relève est largement assurée. C'est ça. Mm. Si Hamilton, il prend sa retraite, il dit voilà, finalement, je reviens pas en 2022. Au bout de 3 Grands Prix, vous aurez oublié, pas qu'il était là, mais ça ne vous fera strictement rien. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose pareil. Hein. Fin 2006, je me suis dit, ah, mais tu te rends compte, il y aura plus Schumacher, ça va être incroyable. Premier Grand Prix de 2007, j'en avais rien à faire. C'est parce que tu ne t'en préoccupes pas, en fait. Regarde, Michael, t'as pas quitté la F1 en 2019 et 2020. Si, mais vous le saviez pas, c'est tout. J'allais dire 2017 et 2018, mais j'avais oublié qu'il était encore là, en fait. Oh, tu sais, moi, depuis 2014, la Formule 1, c'est plus vraiment ce que c'était. Hein. Jusqu'au Qatar 2021, où là, tu es revenu. Là, je suis redevenu un grand fan de Premières Formule 1 et je Non, trouve que c'est un sport qui mérite. Non, mais ouais, et la F1 pour enfin changer son logo. Enfin, ils pourront garder We Race as One, sauf que les E deviendront des euros. Donc voilà. Oui, ça se donne euro. Et puis en plus, on est dans ce sport si particulier où la performance de la voiture est si importante. Donc voilà, c'est pas du tout pour faire offense à Hamilton, qui est un énorme pilote, mais si demain on met un jeune à sa place dans la meilleure voiture, il sera très brillant aussi. On peut compter plein des pilotes sur la grille qui seraient capables de gagner avec une très bonne voiture. Donc, il ne sera pas oublié, ce sera une légende, mais la vie continuera sous lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, il y a les jeunes, il y a Landon Norris, George Russell qui sont à fond sur les réseaux sociaux, qui drainent tous au niveau public aussi, plus du public féminin aussi. Faut pas se le cacher. Ils attirent les femmes, ils attirent les filles. Max Verstappen aussi, plus côté sim racing, un peu moins sur les réseaux sociaux en mode chat. Mais voilà, mais tous ces jeunes pilotes là qui arrivent, les Leclerc aussi, tout ça, ils sont à fond sur les réseaux sociaux, et c'est ce public-là que je cherche aussi à attirer avant tout le Liberty Media maintenant. Donc Hamilton, il fait énormément pour l'image de la F1. C'est le premier pilote qui rayonne peut-être plus que la F1 en dehors de son sport parce qu'il a une stature, il a pris des positions, voilà, il a pris de choses, mais il n'est pas la F1. Voilà, ça sera un coup. Je dis pas que le jour où il annonce sa retraite, la F1 ne perd pas 10% en bourse. Mais ça sera vite rattrapé, quoi. Le seul départ qui pourrait faire du mal à la F1, c'est Ferrari, je pense, parce qu'il y a vraiment un côté institutionnel lié à la F1, et je pense que eux, ce serait un coup à la portée à la F1, mais même là, la F1 survivrait, en fait, parce qu'aujourd'hui, rien ne tuerait la F1 en tant que telle, juste un départ d'un concurrent, que ce soit équipe ou pilote. Mais après, encore, tu parles de la F1 des vieux fans, là, pour le coup, parce qu'il y a vraiment... des fans de Ferrari, en fait, qui sont quand même nombreux. Oui. Mais, à un moment donné, soyons quand même francs. En 94, le pilote star de la F1 se tue quand même. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte. Et devant les gens, il y a un traumatisme quand même. Ouais. Non, mais il y a un traumatisme, mais les gens n'ont pas arrêté de. Non. Je pense qu'entre 94 et 95, il n'y a aucun changement en termes de viewers, de spectateurs. Ça, c'est triste à dire, hein, de dire comme ça, je dis pas, mais c'est pas si important. Regardez, moi je prends l'exemple de IndyCar où là, par contre, là pour le coup,
on a des gens qui s'appellent des meubles, hein, très clairement. Et puis voilà, on s'est dit fin 2017, tu te rends compte, Elio Castroneves, moi j'avais 4 ans, il était déjà en IndyCar, c'est fou, ça va faire bizarre de peur. Première course sans lui, bah, j'étais oui, bon, bah, d'accord, une course d'IndyCar, c'est comme ça. Benur qui me dit, on en parle du coup porté à la fin avec le départ de Giovinazzi. Ça, par contre, très dur, ce coup. C'est qui? C'est mal 100 mètres. C'était qui? Mais la FE va gagner beaucoup d'ailleurs. Non, mais très bonne question de Franck. Il était où? Voilà. Il fait ça. Giovinazzi. Jamais vu ce nom. Je comprends pas. Non, mais c'est des choses, voilà. Si. Oh putain, non. Oh la violence. Vous êtes violent. Oh oui, je viens de le voir, celle-là elle est belle. Giovinazzi, c'est plutôt son arrivée qui est un coup pour la FE. Oh là là. C'est brutal. C'est compliqué celui-là. Mais alors, tu poses la question sur Askew, mais c'est un truc intéressant. Pour terminer sur le côté de la F1 et vraiment tout ce que vous voulez. Tous les pilotes de Formule 1 qui ont fait de la F1, à un moment donné, on le cite. On dit Stoffel Van Dorn, il a été chez McLaren, Jean Iverne a été chez Toro Rosso. Voilà, c'est le cas pour tous. Giovinazzi était chez Alfa Romeo. Oliver Askew, personne vous dit que c'est un ancien pilote d'IndyCar. Ça, c'est... Et c'est normal. C'est normal, ça parle beaucoup plus, c'est logique. Dan Ticktum, on ne dit pas qu'il a fait de la Formule 2. Dan Ticktum, on n'en parle pas trop non plus. Tinto, on dit qu'il a percuté des Formule 2 éventuellement. Bah, Ticktum, il a compris que pour passer en Formule 2, apparemment, il fallait percuter. Donc, il va apprendre. Donc, il va apprendre. Romain qui nous demande, tiens, alors allez-y, c'est le moment où vous pouvez me poser un petit peu vos questions. On va faire une petite fin d'émission comme ça, tranquille, les amis là-dessus. Romain qui nous demande, il y a que moi qui pense que les pilotes de rallye sont meilleurs que les pilotes de Formule 1. Oui, car on ne peut pas les comparer. C'est Sauf qu'il y a incomparable. Raikkonen qui a fait les deux. Non, Il y a Lup qui a testé aussi une F1. Voilà. C'est vrai. J'aurais En fait, adoré le c'est- voir ouais. à Abu Dhabi en 2009. C'était la fameuse rumeur. Comme quoi il aurait pu faire un Grand Prix. Ça aurait été incroyable. C'est compliqué parce que On a Ogier là qui sont engagés en WEC aussi. Vas-y, Manu. Non, mais c'est compliqué, c'est tellement un exercice différent, c'est tellement. Les pilotes de rallye ont sûrement quelque chose de peut-être plus fou, je sais pas, ça qu'il y a quelque chose quand on regarde le rallye qui fait que tu te dis oui, ils sont encore au-dessus en termes de. C'est un peu des extraterrestres parce qu'il y a vraiment un côté complètement fou au rallye. Mais faut pas oublier que tout est calculé non plus au niveau. Enfin, ça reste des très grands professionnels. Et après, c'est pas les mêmes qualités de pilotes qui sont demandées parce que finalement, c'est pas les mêmes choses en termes de physique, en termes d'appréhension du pilotage, en termes de concentration, c'est pas la même chose non plus. Donc, c'est compliqué de les comparer. C'est des sports qui sont trop différents, même si c'est avec des voitures à la fin, quoi. C'est ce que je Le truc, rappelais. c'est que- Non, c'est ce que je rappelais il y a quelques émissions, c'est qu'en Formule 1, on doit aligner des tours et des tours au dixième, voire au centième près, et les pilotes de F1 sont capables de le faire. Réessayer avec une montre de faire 3-4 dixièmes, c'est extrêmement dur, et c'est ce que les pilotes font pendant 1:30 sur un tour de circuit, avec des variables comme des pneus qui s'usent, des trajectoires qui se salissent, des vibreurs avec des débris, ce genre de choses. Ils sont capables de le faire. Pour moi, c'est déjà un exploit en tant que tel. Certes, vous n'avez pas un virage qui vous saute à la gueule de 100 mètres, 50 mètres, corde, pas corde, cailloux, ce genre de choses, et vous avez l'impression que ces pilotes de rallye, effectivement, ils font des miracles sur la route. Moi-même, vous pouvez essayer peut-être de rouler à fond la caisse sur une route même de montagne où vous ne dépassez pas les 80-90, c'est déjà flippant. Ils sont à 160. Donc oui, mais les deux exercices sont complètement différents et demandent des qualités différentes, des qualités que certainement les uns peuvent avoir chez les autres, mais ils ne les auront pas sur les 2-3 derniers pourcents. Voilà, on est toujours pareil, on est toujours sur 97-88%. Ça, pour les 100%, c'est pas pareil. C'est le truc, si tu veux. En fait, Romain, ce qu'on veut dire, je pense, c'est le côté, tu dis meilleur. Mais ça veut dire quoi, en fait, meilleur? Parce que Romain nous dit tout est comparable, un volant, un moteur, 4 roues. Oui, mais meilleur, ça veut dire quoi? C'est ça le truc. Parce qu'effectivement, je vais être franc. Tu mets Sébastien Ogier contre Lewis Hamilton sur un circuit automobile, Hamilton le plie. Voilà. Tu mets Hamilton face à Ogier sur une spéciale de rallye, Ogier le plie. Donc qui est meilleur? En fait, faut pas oublier que dans le Racing Café, Simon Pagenaud nous avait dit que même l'IndyCar et la F1, c'était des sports différents sur la préparation, sur la façon d'aborder, et vraiment sur le côté très de l'effort physique. Donc déjà, si tu as une différence aussi marquée, comme il disait, lui, avec sa condition physique, il est très très bon en IndyCar, c'est vrai que ça se voit qu'il est hyper affûté, mais il n'a pas du tout la condition physique pour de la F1. Et c'est ce qu'a dit Pato O'Ward récemment. Il a dit, il a beau avoir fait, il venait de sortir d'une saison complète d'IndyCar où il avait fini 3e du championnat avec 2 victoires, donc c'est pas le moins près des pilotes, et il était totalement pas prêt pour la F1 en termes physiques.
Et un pilote de F1 ne serait pas prêt au niveau des bras, par exemple, pour une IndyCar. Et déjà, c'est deux sports qui pourtant sont assez proches. Ça reste des monoplaces, ça reste beaucoup plus proche que de la F1 et du rallye. Mais c'est des sports qui sont différents. Donc, quand tu mets des choses aussi différentes que justement les variables d'une route, un copilote dans le truc, et puis encore une fois, c'est des voitures qui ont des monoplaces, il y a vraiment beaucoup de différences, c'est hyper compliqué. Et aussi, j'ai plus confiance pour un pilote de rallye pour emmener ma voiture d'un point à un point B, ça dépend du pilote de rallye. Chris Mick, moi, je lui fais pas confiance. Voilà. Chris Mick, jamais de ma vie, je lui donne ma voiture. Hein. Il se démerde. Hein. Hervé, il croit qu'il n'y a pas Castrol qui va refaire un classement de pilote pour savoir qui est le meilleur. Ah non. Oh non. Pitié. Oh, ce classement dont on a déjà parlé en plus dans cette émission. Classement bien glissant. Très vilain. Tu m'étonnes. Quel enfer ce truc-là. On a perdu Elitra Paul, Mitra, non, par contre, nous remet quand même les glitches au milieu du village. Les e-scooters, c'est mieux, évidemment, on vous rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, on rappelle que Lucas Di Grassi lance un championnat de trottinette électrique. Oui. Faites ce que vous voulez de cette information. Lucas Di Grassi, qui est un ancien pilote de Formule 1. Faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est complexe. Je me dis, ça marche aussi dans l'autre sens. Jamais de la vie, je prends une Hyundai. Pas envie de casser une suspension. C'est vrai. Sur les premiers nids de poule, tu perds une roue, ça crame. C'est ça. Ou tu n'arrives pas à ta destination, ou tu arrives trop lentement à ta destination. Donc finalement, dans tous les cas, t'es perdant. Donc c'est assez. Avec une Ford, tu voles. C'est Adrien qui a validé. C'est décollé. Non mais oui, rendez-vous compte. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des routes de montagne à 160. Moi, quand vous voyez les images de la sortie d'Adrien Fourmeau, Ah, mais c'est horrible. il y a une nouvelle image qui arrive et le mec, il arrive quand même. Enfin, il rentre dans le précipice en tonneau. Enfin, c'est un concept. Hein. Ah non, mais il y a 3 mètres au-dessus du sol, quoi. Enfin... Vraiment, c'est assez incroyable de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une voiture de rallye. C'est arrivé à destination sur des gaz toxiques, c'est vrai qu'il y a eu des complications aussi chez Hyundai. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Hein. Peut-être qu'ils viendront à F1 un jour. Pour changer un petit peu tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, vous savez, on va quand même les attendre avec impatience parce que ça fait plaisir de pouvoir se dire que c'est ce mois-ci qu'on va découvrir ces nouvelles monoplaces. Normalement, à Dans peu 9 près. jours, hein, déjà. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va voir en fait? C'est le grand questionnement. Qu'est-ce qu'on va nous montrer dans ces diverses présentations? Est-ce qu'on nous montrera ce que les voitures, à quoi ressembleront-elles vraiment? Est-ce qu'on montrera juste des livrets sur la voiture de base 2022? Je ne sais pas. S'ils osent encore utiliser le prototype de la FOM, c'est vraiment honteux quand même parce que on a tout vu. Enfin, à partir du moment où il y aura des livrets sur le prototype, on les a déjà vus, donc faut arrêter. On verra quand même. Ouais, je pense qu'on verra quand même très rapidement les vraies voitures, puisque on n'oublie pas qu'on est sous des budgets plafonnés maintenant. Hein, donc s'amuser à produire un faux aileron, ce genre de choses, ça coûte de l'argent et ça c'est pas du marketing. Hein. Ça rentre directement dans le plafond de 140 millions de dollars, donc on s'amuse pas à produire des fausses pièces juste pour la joie de tromper les concurrents. Donc, ouais, mais attention Franck, parce que maintenant, moi je pense quand même que ça va être le cas. Tu parlais tout à l'heure, As, Williams, ça a toujours été des fausses images, et en plus, avec As, on voyait des Photoshop assez grossiers. C'est pour ça que je pense que moi, juste des trucs avec les voitures 3D qui sont actuellement là, et tu changes juste la livrée, ça prend 3 clics dans ton logiciel 3D pour changer la nouvelle livrée, ça me surprendrait pas. As, c'est aussi que ça faisait 4 ans qu'ils avaient la même voiture, donc c'était facile de changer juste la livrée. Oui, ils auraient pu au moins faire ça sur la vraie, du coup. LS67 est-il possible qu'elle soit vraiment super différente? J'espère. Je suis pas sûr, mais j'espère. Oui, après. Sur certains points, ouais. Ouais. Il y a des zones de liberté. C'est assez. C'est quand même assez restreint. Il y a quand même les zones de liberté sont quand même assez restreintes. Il y aura peut-être des solutions, des petites mini-solutions d'aérodynamique différentes, mais les grosses zones sont quand même assez définies. Donc il y aura moins de différence entre les fins de 2022 que les fins de 2021. Voilà. Après, on rappelle que le principal, le gros de l'appui sera fait via l'effet de sol en dessous de la voiture. Donc c'est là aussi que les ingénieurs vont pouvoir trouver des solutions. Et c'est là qu'il y aura une différence. Mais encore une fois, on ne verra ça que quand une voiture partira en tonneau. Et là, par contre, on sait que les F1 auront quasiment toute la même longueur, puisque l'empattement maximum autorisé est de 3,60 m. Et pour justement limiter, qu'il n'y ait pas une équipe qui sorte un empattement de 4 mètres, parce que plus l'empattement est. Donc, l'empattement, c'est la distance entre l'axe du train avant et du train arrière. Plus la longueur serait grande, et plus l'effet de sol généré serait grand. Donc, l'empattement maximum a été limité à 3,60 m, ce qui veut dire que toutes les équipes de F1 seront à 3,60 m. Donc on aura des F1 qui seront à quelques centimètres près, toutes de la même taille, et auront toutes le même empattement. Donc on ne pourra plus parler d'empattement plus court ou moins court à Monaco, ce genre de choses. Ça sera vraiment pour le coup vraiment pareil. Donc entre une Mercedes et une Red Bull, par exemple, de ce côté-là, il n'y aura plus de différence.
Effectivement. Bruno qui nous demande voiture la plus dominante de l'histoire. Bah, t'as le choix entre la Mercedes et la McLaren MP44, la Mercedes de 2016, hein, je dirais quand même, c'était la plus. Ouais, C'était arrêt, quand même. Je pense que t'as le choix, à peu près. Ferrari en 2002 2002, 2004. 2004. Ouais. Ouais, voilà. Oh la vache, ils ont dit la même phrase en Ouais. même temps, c'était merveilleux. Trouvez ça splendide, bravo. Merci. Je l'ai dit avant, mais j'ai 15 secondes de Oui, décalage. c'est ça. C'est vrai. J'ai sûrement eu l'idée avant moi. Paul, il l'a dit à 21h35, mais voilà, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. C'est pas grave. Raikkonen va-t-il remplacer Michael Masi? Je pense que Kimi Raikkonen, il va aller Oh merde. loin. Je pense que la réponse est juste bourre. Somebody Delicate qui nous dit savez-vous si les nouveaux pneus permettront aux pilotes d'attaquer? Oui, enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Oui. De pouvoir, voilà, justement. A priori, de ce côté-là, il y a quand même de très très bons retours d'informations après les derniers tests d'Abu Dhabi. Hein. Ça peut vraiment attaquer fort longtemps et il y a vraiment un. Il n'y a pas encore le cliff, ce qu'on appelle le cliff, c'est vraiment la chute de performance que voudrait Pirelli à la fin de vie d'un pneu. Quoi. Ce que Pirelli souhaite, c'est qu'à la fin d'un pneu qui soit très performant, il y ait vraiment une chute drastique de performance qui entraîne un arrêt au stand. Ce qui permet effectivement d'avoir moins ce côté gestion de pneus, on essaie de faire durer le relais le plus longtemps possible. C'est encore quelque chose qu'ils ont dit qui pourrait. Voilà, on assiste à la conférence Pirelli de présentation avec Manu, et c'est quelque chose qui effectivement sera plutôt travaillé forcément en 2023 parce qu'il faut quand même une année d'expérience avec les pneus en 2022 pour arriver à cette chute de performance. Ils seront un peu plus sur bois cette année, mais bon, ça paraîtra quand même. Voilà. Moi, Du moment qu'ils peuvent attaquer plus longtemps. Déjà... C'est Moi, ça. ce qui m'étonne, c'est que dans le passé, c'est ce que les équipes avaient demandé, et le jour où ça a été fait, les équipes ont dit mais non, mais on veut pas de ça. Donc, je ne sais pas si les équipes vont avoir moins leur mot à dire sur les pneus, parce qu'effectivement, c'est le plus intéressant pour nous, qui est cette espèce de moment où si la stratégie se décale un peu trop ou que les pilotes vont trop loin, ça ruine leur course. Mais la dernière fois que Pirelli a fait ça, on leur a demandé l'année suivante de complètement revoir la philosophie et de faire des pneus plus solides sur le long terme. Donc, je suis presque déçu. mal, En fait, ça. je suis déçu que 2011 et 2012 n'aient pas été des années Drive to Survive. Parce qu'imaginez les grands prix de 2011 et 2012, mais avec tous les nouveaux 2013 qu'on a maintenant, et 2013, début de saison jusqu'à Silverstone. Après Silverstone, Ouais. comme ils sont revenus à Silverstone en point d'orgue, par contre, avec les voilà. crevaisons. Mais comme ils sont revenus avec des structures beaucoup plus dures sur les pneus, ben, ça s'usait moins. Et Sébastien Vettel a gagné une dernière course de l'année. Mais par contre, vous mettez les grands prix où c'était n'importe quoi. Mais oh là là. Quel pied! Moi, je suis désolé, mais le podium du Grand Prix du Canada 2012 qui change 14 fois dans les 2 derniers tours, mais c'est une merveille absolue. Même Australie 2013, je crois, où Raikkonen finit par gagner, c'était vraiment. Non, mais Australie 2013 à mi-course, c'est Sutil qui est en tête. Enfin, c'est des trucs, c'est exceptionnel. On vivait vraiment des moments complètement dingues. La question de Bénur, là aussi, sur un directeur de course, est-il nécessaire sur le check-down de Barcelone? Et si oui, Massif faisait-il les essais ces dernières années? Non. Il n'y a pas besoin de directeur de course sur ces essais-là. Il y a le directeur du circuit qui opère normalement sur ces essais. Par contre, la FIA est déjà très très présente pour contrôler ce qui se passe, pour répondre aussi aux questions des équipes, voir un peu ce que les équipes ont développé pendant l'hiver. Et donc, elles sont là pour s'assurer que les voitures qui roulent sont homologuées. Elles sont pas obligé d'être au poids. Hein. Si une voiture a envie de rouler sous le poids officiel, elle peut le faire. C'est ce qui est arrivé à la Prost. Voilà, en son temps. C'est arrivé, mais bon, maintenant les équipes ne s'amusent plus trop à ce genre de choses parce qu'elles ont tellement de données à accumuler, des données essentielles à accumuler qui font qu'elles doivent rouler vraiment dans les configurations les plus proches possibles de la réalité. Donc oui, la FIA est là, les directeurs, les responsables techniques sont là, style Joe Bauer et ses associés donc à la vérification, au scrutineering. Mais un directeur de course en tant que tel, non. Donc si le nouveau directeur de course de la F1, s'il vient changer, n'est pas nommé le 23 février, il ne faudra pas s'inquiéter. Oui, on pourra attendre le dimanche 13h59 à Bahreïn. Voilà. Il est là pour faire respecter le règlement sportif, mais il n'y a pas de règlement sportif à respecter pour des essais. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin, effectivement, d'avoir quoi que ce soit. Tiens, il y a Louis qui nous dit, donc Mercedes en 2016, 19 victoires sur 21. McLaren en 88, 15 sur 16. Et encore, 2016, ils s'en perdent une sur abandon des deux qui se percutent. Et la deuxième sur une casse moteur. Et sur Rosberg qui se fait dégommer au départ par Vettel. Parce que sinon, si Hamilton casse son moteur, c'est Rosberg qui la gagne et inversement. Donc ils auraient vraiment pu faire le perfect cette année. McLaren 88, 15 victoires sur 16. Ils perdent leur victoire sur Jean-Louis Schlesser, un petit peu perdu. Ah, Jean-Louis. Ferrari 2002, Schumacher sur tous les podiums, effectivement, 15 victoires sur 17. Ferrari en 52, 6 victoires sur 8. Alors oui, bon là, effectivement, pour dominer à cette époque-là, alors, les années 50, t'avais 9 Ferrari sur la grille, t'avais 8.
Il suffisait de finir, hein, de toute façon. Voilà. Sur les 8 Grands Prix, il y en a un, c'est les 500 miles d'Indianapolis, donc si tu veux, c'était plus facile. Et Red Bull en 2011, 18 pôles sur 19. C'est laquelle la pôle qu'ils n'ont pas eu en 2011, tiens 18 pôles sur 19, ça c'est quand même fou. Et 12 victoires sur 19. 2011, c'était pas Hülkenberg Williams. Non, c'est en 2010. Non, ça. c'est 2010, 2010, oui. 2010, ça. Attends, on va rechercher, parce que là, ça me Monaco, tue. C'est sûrement une McLaren qui a fait la Hamilton pole. n'a pas fait au moins une pole chaque saison. Qui ça, Paul c'est Je me Hamilton qui demandais si fait... Hamilton ouais. n'avait pas fait Hamilton au en moins une Corée. pole. Ouais. Parce que si Paul ne connaît pas les pôles, il est vénère. Bah, bien joué, parce que c'est exactement ça. Hamilton en Corée, ouais. Hamilton en Corée du Sud. Sinon, ouais. il y a 3 pôles de Weber et 15 de Vettel. C'était bien la F1 à cette époque-là. C'est vrai que, oui, je disais 2011, non. 2012-2013 pour les pneus, s'il vous plaît. Pas 2011. Oui, ouais, parce que 2011, c'est un carnage. On s'enduit fortement en 2011. Mais que voulez-vous? Ça, on fait ce qu'on peut. Alain Prost a-t-il trouvé un point de chute en F1? Oh, est-ce qu'il a vraiment envie de trouver un point de chute en F1? Pas sûr, hein. Non, je pense que là, c'est. C'est Bah, tout il a quand maintenant. même parlé du fait qu'il avait envie de briguer la présidence de la FIA. Je pense Oui, que s'il ça avait aurait- su, je pense que ça s'il aurait avait été su plus tôt que Rossi lui ferait ce coup-là, il se serait peut-être présenté. Laurent Rossi, on rappelle, hein, parce que des gens vont. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais oui, ça aurait été fort, je trouve. Alain Prost en président de la FIA, je pense que ça aurait été assez fort. Mais là, en plus, pourquoi retourner en F1? Parce qu'il n'y a plus Jacques Chirac qui peut y demander. Parce que ça, c'était une demande express du président. Donc, ouais, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire, mais franchement, voilà, pourquoi aurait-il envie de revenir? Il était dans un rôle déjà un peu plus cérémonial, on va dire, un peu, de consultant. Je pense qu'il n'a pas besoin, en fait, maintenant de Bah, Prost en revenir. F1, à part son équipe, c'était Renault, quoi. Il a toujours été lié à Renault, donc là, vu que Renault lui dit, entre guillemets, au revoir, il n'a plus d'autres points d'attache, quoi, que ça. Donc, Ça, je vois pas et il les ne retournera pas chez Ferrari, voilà, c'est ça. Il est où le camion? On va peut-être le mettre entre qui, ce serait drôle. Vous voyez, c'est là qu'on voit que Ferrari en réseaux sociaux ils sont pas bons. Moi j'aurais largement déjà fait une vidéo où c'est Alain Prost qui fait le trucky qui amène la voiture de Barcelone à Monaco, voilà, et qui conduit le camion, pardon, et ça aurait été très chouette. Romain, que dit Prost ou Senna? Mansell. Oh. Oh. Qui osera répondre Piquette? Berger. Non, Prost, on est chauvin quand même. Moi, je commençais tout juste à suivre la F1 à ce moment-là. Forcément, français, aiguillé un peu par mon oncle, c'était plutôt Prost aussi. J'admirais autant les deux, en fait, jusqu'à la fin. Le côté foufou, comme on dirait, presque des pilotes de rallye qu'on pouvait voir chez Senna sur un tour. Et le côté un peu plus calculateur, professeur de Prost, qui était aussi impressionnant. Bah, moi, étant plus jeune, j'étais forcément un peu plus sensible à la fougue de Senna, mais après avoir rebattu toutes les cartes, revu des courses et tout, Prost a quand même fait un sacré boulot face à Senna. Donc, c'est trop difficile à départager. C'est deux styles complètement différents. C'est comme Schumacher ou Hamilton, quoi. Je pense qu'on pourrait pas choisir, quoi. Moi je peux vous le dire, j'aurais choisi Prost à l'époque. Maintenant ça y est, j'en suis enfin convaincu. Vu tout ce que j'ai mis dans la gueule à Verstappen cette année, et vu que pour moi Senna était pareil, eh ben, j'aurais été pour Prost. Ouais. Oui, c'est vrai. Sans dire que j'étais spécialement pour Hamilton cette année, c'est pas le cas, mais j'aurais préféré l'approche de Prost. Parce que là, quand vous voyez le nombre de folies que pouvait faire Ayrton Senna, et pour le coup, de vraies folies, après en même temps, vous prenez Suzuka 89, et là, je trouve que bon, la Prost fait littéralement n'importe quoi. Donc, vous voyez, il y a de tout. C'est ça qui est bien. On peut vous faire des émissions de 3 heures si vous voulez, comme ça. Bon, pas comme ça. Très bonne réponse dans le chat. Boutsen, évidemment, dit Tram. Oui, voilà. Ça va sans dire que j'aurais évidemment. Ça rebondit. Ça rebondit. J'aurais évidemment été pour Thierry Boutsen, bien sûr. Alboreto, Gilles Villeneuve, nous dit un célèbre inconnu. Alors, il faut préciser maintenant, Gilles Villeneuve, le papa de Jacques, pas le fils de Jacques. Désormais, oui, c'est vrai. Jacques Villeneuve a un fils qui s'appelle Gilles, et ça, je trouve que l'hommage est excellent. Bien et donc le fils de Gilles s'appellera nouveau Jacques? Je suis perdu, moi je suis complètement perdu. Parce qu'il y a déjà l'oncle de Jacques qui s'appelle Jacques, alors moi je suis pour moi. Moi, je vais lui offrir un dictionnaire des prénoms, je pense que la prochaine fois que je le vois. Essayer de changer un peu, de casser un peu la dynamique. Non, parce que si vous voulez, si on veut vraiment être sur un truc absolument affreux, attendez, parce qu'il faut que je retrouve un truc incroyable, c'est que techniquement,
Jacques Villeneuve gagne une course en IndyCar en 85. Mm. Mais il fait ses débuts en IndyCar en 94. Très très fort. Mais du coup, c'est pas le même. Je suis perdu, moi. C'était en DeLorean? Et il y a un vrai problème d'inspiration quand même, parce que quand tu vois que Michael Schumacher a appelé son fils Mick, c'est pareil, c'est pas non plus. Le prochain Ça s'appellera va, Mi, ça va. donc, Voilà, il a un peu. Le prochain s'appellera Mi. Ouais, c'est ça. Et puis M. C'est comme Miu Miu. Le vrai prénom de Miu Miu. Xoan, ce que dit un concept d'émission, parler de F1 en regardant des vieux Grands Prix. C'est pas con comme idée, ça. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait marcher, je sais pas. Moi, non, mais écoutez, on va essayer de remettre un peu le couvert. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai même pas pensé en faisant mon planning pour cette semaine. Pourquoi pas, après tout? Ça pourrait être fun. J'ai un vendredi de libre. RS 97, tu l'as fait déjà? Comment, Franck? RS 97, tu l'as fait déjà? Non, on l'a pas encore fait, ça, Manu. Hein, Non, je crois. non, on n'a pas fait. On avait fait un Taragos 2008 en truc un peu final comme ça, Ouais. tendu. Mais RS 97, en plus, ça n'arrête pas de rebondir hein, dans ce Grand Prix. Là, Ah bah là, oui. Il faut commenter la qualif aussi. Hein. Trois pilotes dans le même millième. Je me demande quand même, c'est pas toujours un souci chez Je Tag Heuer, montais des ce jour-là. Sabre 2 aussi dans ce. Faut montrer une compile des déclarations de Villeneuve disant que de toute façon Schumacher va l'attaquer et tenter de le sortir. Parce que c'est quand même le plus drôle de ce week-end-là. Ah non, mais c'était merveilleux. Jacques Villeneuve qui te dit en plus 20 ans après, il dit non, mais de toute façon, moi je suis arrivé, on va perdre, j'ai joué la grande gueule et ça a marché, je suis pas mécontent. C'était plutôt pas mal. Xoan, j'adorais la Corée avec le running gag de la Renault drapeau chaud. Avec Adrien Sutil surtout. Corée 2010, Corée 2010, c'est le chef-d'œuvre absolu d'Adrien Sutil. Masterclass. Qui a tout percuté sauf l'hélicoptère médical. Donc vraiment chapeau à lui. C'est pas après qu'ils ont fini en boîte de nuit avec Hamilton et... Il a percuté aussi. Il a percuté Eric Lux. Ils n'ont pas arrêté. Bruno Kelly voudrait faire des émissions historiques. On essaye, mais après, encore une fois, c'est toujours très compliqué, les amis. Parce qu'aujourd'hui, la F1, c'est 23 week-ends par an. Donc effectivement, ça laisse déjà peu de place pour pouvoir faire des émissions spéciales, puisqu'il y a déjà 23 débriefs de Grand Prix. C'est vrai que, comme disait Franck, on essaie d'avoir une vie aussi à côté. Donc c'est vrai que ça, il y a le Grand c'est Prix, surcoté, le Racing Manu. Café, des sports dans tous les sens, hein, parce que clairement, il y a la F1 qui reprend, mais il n'y a pas que. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. En tout cas, on Surtout, va cette année, on creuser peut le sur- sujet. Restez connectés sur les 19 réseaux sociaux que vous voyez à droite de l'écran. Et si on regarde un Grand Prix avec Manu, avec Franck aussi s'il veut venir, avec Paul s'il veut venir également. En plus, Paul, c'est bien, c'est qu'il réagira aux événements avec du plaisir. troisième tour. En fait, Paul, il réagira aux événements du départ pendant que nous, on verra les replays du troisième tour. C'est ça qui va être beau. Mais lui, il sera en direct. Donc ce sera Il y a juste un truc qui est hyper marrant, c'est que je me souviens beaucoup plus des vieux Grands Prix parce que je ne devais pas bosser dessus et écrire des choses et faire des machins et tout ça en même temps, que des Grands Prix récents où on est en train de chercher à gauche, à droite l'information, écrire, récapituler. Ce qui fait qu'on n'a même pas le temps d'ingurgiter, notre cerveau a besoin d'ingurgiter. Par contre, je me souviens très très bien des vieux Grands Prix de 94, 95, 96, 97. J'en ai un souvenir énorme, quoi. Moi qui fais les résumés des Grands Prix, je peux te dire, les lives même, je peux te dire que je m'en souviens très très bien. Mais tu es payé pour ça. Mais si tu veux t'en souvenir, je te laisse les lives si tu veux. Et vu que maintenant on a un Paul dans l'équipe, Paul fera les qualifications puisque Paul fait les pôles. Voilà. S'il faut que je m'appelle Victoire, du coup, ou rien à voir. Je comprends plus. Ah, si tu veux, j'embauche une victoire, comme ça tout sera tranquille les dimanches. Vous l'aurez entendu aussi en premier, visiblement. Ça fait chier Manu de travailler sur. Mais non, je rigole. En plus, c'est ma partie préférée du week-end, les lives de course. Ouais, surtout quand tu dois en plus commenter, tu dois modérer en même temps en dessous. Non, ça, vraiment, c'est pas moi qui le fais. Hein. Je suis sûr que tu as adoré faire le live de Belgique 2021, Manu. C'était c'était long. Mais pas d'inspiration était approximativement toutes les 4 minutes, mais ça va. Je crois que sur un site concurrent, j'avais fait un live F1. Enfin, j'en ai fait 2 à peu près, dans la même zone. J'ai fait les qualifs du Grand Prix des États-Unis 2015. Pour vous dire que c'est pas passé grand-chose, puisque j'ai été reporté au lendemain. Et j'ai fait le live du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2016. Ah oui. L'un des Grands Prix les plus chiants de l'histoire de la F1. Tu choisis bien tes dates. Et 5 minutes avant, t'as une Toyota qui abandonne à 3 minutes de la fin des 24 heures du Mans. Donc autant te dire que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, tout le monde en a rien à foutre. Donc moi j'étais écoutez, oui, ça se passe bien, Rosberg est en tête, voilà. De toute façon, vous êtes 12 à regarder ce live, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'était à peu près ça. Alors sur Martin Nickel qui dit Barcelone 96. Ah non, parce qu'on va quand même faire des Grands Prix un peu palpitants.
Parce que pour le coup, on s'est tapé Brésil 2008 avec Manu. Voilà. Cette Erreur. purge. Ah, jusqu'à 4 tours de la fin, c'est de la merde. Franchement, Nitram nous dit effectivement le point marquant, fait marquant de l'Azerbaïdjan 2016, c'est Stoffel Van Dorn casse une chaise. C'est tout. C'est le seul truc qui est important. Sinon, le reste, il ne se passe strictement rien. Mais en tout cas, alors, on va regarder, on aura des idées. Il y a des trucs, c'est vrai que RS 97, je trouve que c'est une très très belle suggestion. Et ça peut être très fun. Très clair. Hongrie 2003 demande Louis pour toi. Évidemment, celui-là, je le regarde, mais en boucle. Je m'arrête plus. Espagne 95 aussi très bon à revers. La prestation de Schumacher sur l'eau Ouais, ah bah oui, non, mais là. Belgique 95 aussi. Ça, Il y c'était. en a un paquet, hein, si on commence à lister. Oui. Oui, c'est ça. Bonne paire de Schumacher. Sous la pluie. Le masterclass de Schumacher, on va en avoir beaucoup quand même. Hein. Ça va aller loin cette affaire. On doit bien les reconnaître, Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on fera ça dans la semaine. On verra. On va voir comment ça va se goupiller cette affaire, les amis. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, bien évidemment, mais ça semble être le cas parce que vous avez été de plus en plus nombreux. Et vous avez été nombreux dans le chat et beaucoup justement que on n'a soit pas l'habitude de voir, soit des nouveaux. Donc bienvenue évidemment si ça vous a plu. J'espère que vous serez là très nombreux. Alors. Venez aussi jeudi, parce que on vous parlait tout à l'heure des sports auto, mais justement, il y a eu pas mal de sports mécaniques qui ont repris très récemment, et jeudi, on fait ce qu'on appelle le Racing Café. Alors, l'ambiance est légèrement différente. Mais ça, C'est pas mal lâché quand même. léger curseur, hein, c'est Oui. pas, voilà, ça change pas grand-chose. Loin de là. Mais donc 20h30, on se retrouve pour le Racing Café. On parlera forcément de Formule 1, parce qu'on parle toujours de Formule 1, ça reste quand même ce qui m'intéresse le plus, mais on parlera quand même du rallye Monte Carlo, parce qu'on n'a pas eu l'émission la semaine dernière. On va revenir un petit peu sur cette 80e victoire de Sébastien Loeb, quand même en WRC. À l'âge de 47 ans, c'est complètement dingue. On parlera de Formule E, parce que ça a débuté ce week-end, la Formule E du côté de Diriyah, en Arabie Saoudite. On vous parlera aussi des 24 heures de Daytona, parce que Cocorico, Simon Pagenaud a gagné les 24 heures de Daytona, quand même, s'il vous plaît. Et Castro Neves, 46 ans, dans la série des vieux qui ont gagné quelque chose en mois de janvier 2021. Et le Castroneves, il a gagné Il a plus de choses depuis qu'il est plus chez Penske que quand il y était. C'est absolument prodigieux. Il y en a 2 victoires de suite quand même aux 24 heures de Daytona. On salue aussi Oliver Jarvis et Tom Blomqvist qui ont bien plus que contribué à cette superbe victoire pour cette équipe Meilleur Shank Racing. On fera des jeux, on parlera de news, on répondra à vos questions. Bref, un Racing Café, ma foi, comme d'habitude. Et puis profitez-en parce qu'il y en a un jeudi, puis il n'y en aura pas jeudi prochain, puis il y en aura un jeudi d'après. Donc voilà, profitez-en, c'est des Racing Café un petit peu espacés. Nous, pour Grand Prix, on se retrouvera aussi dans 2 semaines, les amis, pour encore une fois parler de pas mal de petites choses. Bien évidemment, dans le monde de la Formule 1, j'imagine qu'en 2 semaines, on aura le temps d'avoir des choses absolument incroyables et des dingueries à vous débriefer comme d'habitude. On aura des Dans voitures la à semaine, on montrer, aura déjà. 3 voitures déjà. On aura eu l'Aston Martin le 10, McLaren le 11, AlphaTauri le 14 février. Donc, au moins, si on fait le 15, on aura eu au moins 3 voitures. Peut-être plus, hein, si d'autres, parce qu'il reste quand même 4 équipes qui n'ont pas communiqué. On aura vu des rendus 3D de As. Le truc incroyable, on aura vu la livrée de Et la une Haas. roue chez Williams. Une roue chez Williams. Ou alors, non, As, ils vont faire mieux, ils vont mettre leur livret sur leur F1 2021. Ils n'ont pas compris. Dérogation pour garder la même. Ils vont montrer la vraie, et puis voilà, démerdez-vous. T'as goûté sur la Non, parce qu'attendez, si elles sont 1 seconde plus lentes, et que nous, la celle de 2021, on sera dans les temps, ce sera plus serré, donc profitez-en. On garde encore. Allez, 3 ans. La voiture, il y aura un truc en 2027, il y aura un sticker. Romain Grosjean a piloté cette voiture. Kevin Magnussen aussi. Ça sera quelque chose d'assez fou. Bref, il y aura de quoi bien s'amuser. Donc on se retrouve pour le Racing Café jeudi. Et puis si vous aimez la cuisine, parce que vous n'avez pas aimé les cuisines, on fait des crêpes demain à 16h. C'est un rendez-vous à ne pas louper, bien évidemment. Et puis rendez-vous compte, on fait des pâtes carbonara samedi à 18h. Cette chaîne Twitch devient un grand n'importe quoi, mais c'est plutôt plaisant. Donc moi je me dis, restons là. C'est assez sympathique. Merci beaucoup en tout cas les amis. Merci Franck, merci Manu, merci Paul, parce que ce fut un grand plaisir de vous avoir. Eh oui, merci à ici. tous. Merci à tout le monde. J'espère que Franck, tu as aimé ton Merci à tous. nouveau rectangle. Ah oui, non, je suis très bien là. Je me sens mieux là. J'ai moins de Ça va vertige. aussi. C'est quelque chose, il faut moins lever la tête pour voir où sont les autres. C'est C'est quand même ça. beaucoup plus pratique. On domine un petit peu la mêlée, c'est plus sympa. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Ça fait un plaisir de vous faire cette émission. J'espère qu'elle vous a plu également. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.